Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus dans votre émission Faut qu'on en parle. Après presque 2 années quasiment à l'arrêt pour la culture et le sport dû à la crise Covid, il semblerait que tout se relance enfin. Et nous en avons vraiment tous besoin. Le début d'été marque souvent la saison des festivals et des concerts. Ainsi, nous avons décidé de vous faire entrer dans leurs coulisses avec nos invités. Comme d'habitude, vous avez été nombreuses et nombreux à laisser vos réactions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75, ainsi que sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et pour co-animer cette émission, je suis toujours accompagné de Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Le secteur de la culture et du sport ont été très impactés par la crise Covid. Cet été, les restrictions ne sont pas d'actualité et la vie courante a l'air de reprendre. Est-ce vraiment un été de relance ? En France, il existe de nombreux festivals de musique. Comment se prépare un événement d'une si grande ampleur ? Comment trouver les artistes ? Entrons dans les coulisses avec nos invités en plateau. Aujourd'hui, il existe par exemple des festivals de bière, de cinéma ou de bien-être. Comment les villes gèrent-elles le planning et le budget ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. L'été, les périodes de compétition sportive pour les amateurs sont terminées. Partons à la découverte de ces nouveaux sports estivaux. Festival, musique, sport, un été de relance ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on reçoit Cindy Caparros, danseuse professionnelle dans les concerts et clips avec des artistes tels que Matt Pokora, Angelina, VG Dream, Tal, Stromae et plein d'autres. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Michel Vampé qui est élu au tourisme et à l'action économique et événementielle à Saint-Cyr-sur-Mer. Bonsoir Michel. Bonsoir. Stéphane Poirier, responsable communication du festival et de la régie artistique de Néoul. Bonsoir. Bonsoir à tous. David Hahn qui est programmateur du festival de Néoun. Bonsoir. On aura tout à l'heure Stéphane au téléphone, directeur du festival Les Suds à Arles. Et là pour l'instant au téléphone on a Claudio Zaffarana qui est entraîneur de beach handball. Bonsoir Stéphane. Claudio pardon. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Après 2 années accompagnées de beaucoup de restrictions liées à la crise Covid qui nous ont traversé, le monde du sport a été durement touché. Il semblerait que tout soit revenu dans l'ordre depuis la levée des restrictions. Nous commençons cette première partie avec nos invités autour des activités sportives. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, quel sport peut-on pratiquer l'été ? Il en existe de nombreux, la natation, la randonnée pédestre, le vélo, le canoë-kayak, la voile ou encore le golf qui sont particulièrement pratiqués de manière individuelle l'été en loisir. Côté sport amateur et en pratique de manière fréquente, on y retrouve par exemple le beach handball, le basket 3x3, le beach volley, le beach rugby ou les joutes. Quels sont les bénéfices de pratiquer du sport dans le sable ? Pratiquer une activité physique dans le sable, ça a de nombreux bienfaits en été. Diminution des impacts, choc au sol bien sûr, amélioration de la puissance et force musculaire. Pratiquer du sport dans le sable nécessite plus d'efforts et donc plus de force. On peut aussi augmenter la dépense énergétique, dans la même logique bien évidemment. On fait plus d'efforts dans le sable, donc les dépenses énergétiques sont plus importantes. On booste la motivation, et oui, le paysage paradisiaque peut fortement augmenter la motivation. Voilà, de nombreuses raisons clairement qui devraient déjà vous convaincre. Avant d'ouvrir cette émission avec nos invités, nous avons des réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et aussi sur le répondeur le 07 839 839 75. Réaction des auditeurs. On a Louis de Montauban. J'adore faire du sport. Je n'ai jamais entendu parler du beach hand. Hâte de découvrir cette activité. Apolline de Toulouse. L'avantage avec la danse par rapport aux autres sports, c'est que ça ne s'arrête jamais. L'été, il y a les stages. On peut danser toute l'année. 2022, est-ce un été où nous allons être enfin tranquilles avec le Covid ? Nous voyons dans les derniers chiffres que l'épidémie malheureusement repart à la hausse, tout doucement. Pouvons-nous dire que c'est un été de relance ? Les mairies, les festivals par exemple, ont-elles encore des restrictions à appliquer quand elles veulent mettre en place un événement ? On peut demander à Michel ? Oui, écoutez, 2 ans un peu compliqués. 2021 où nous avons pu quand même faire quelques soirées spectacles, quelques compétitions sportives. Et 2022 où nous espérons que nous serons tranquilles pour mettre en place notre programme. Des restrictions, oui, parce qu'il faut toujours être prudent et nous villes, nous sommes contraints de respecter aussi ce que nous donne le préfet. La préfecture du Var est toujours en alerte
pour nous donner des consignes, pour nous prévenir donc c'est aussi le rôle de la municipalité d'être attentive à tout ça, mais confiante et déterminée à ce que l'été soit festif, sportif et que tout se passe bien. Que tout revienne dans l'ordre, clairement. Du côté du festival de Néoul, alors Pour l'instant, aucune restriction. pour vous, tout est normal, tous les feux sont au vert, c'est reparti. Pour l'instant, effectivement, on suit l'actualité sanitaire quotidiennement, avec un peu d'inquiétude, parce que 2021, où nous, on est un des rares festivals à avoir maintenu l'édition malgré le pass vaccinal, etc., etc. Et ça a été très dur. On a été déficitaire sur l'édition. On suit l'actualité au jour le jour pour savoir si effectivement il n'y aura pas de restrictions cet été et on pourra faire notre festival normalement. Claudio, côté sport, ça se passe comment ? Pareil, pour le moment, c'est tout comme avant. Il n'y a plus de passe vaccinal. Il y a tous les championnats qui, là, ils viennent de terminer. Je parle du handball, mais tous les sports co, c'est tout à la normalité pour le moment. La danse, les concerts, c'est pareil ? C'est pareil, plus de restrictions et ça fait du bien parce que l'année dernière, on a dû faire un spectacle de fin d'année avec des restrictions et un couvre-feu. Donc, ça a été très spécial, mais on l'a fait quand même parce qu'on lâche rien. Et cette année, on a fait un spectacle comme avant, normal, j'adore ce normal, mot, normal. Normal. Ouais. En fait, on est revenu dans quelque chose. Ouais, voilà. Et ça fait un bien fou, c'était le top. Voilà. En fait, il faudrait pas que ce soit normal, il faudrait que ce soit Oui. mieux qu'avant. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la Mais table? c'était encore mieux qu'avant, du coup, on en a profité le Les gens ont double. envie de s'éclater. Ouais, c'est ça. On va revenir tout de suite avec Claudio, du coup, qui est coach et responsable technique de la Ligue PACA de beach handball. Est-ce que, déjà, vous connaissez, vous, autour de la table, ce sport, le beach handball? Pas du tout, personnellement. Pas du tout, Michel? Oui, on connaît. On a même un terrain au bord de mer où on a du beach, du volley aussi, du beach handball, du volley, du beach volley. Et nous avons aussi cette année, et depuis l'année dernière, du golf dans l'eau. Ah, c'est cool. Avec, c'est correct. donc voilà. Les Néo, ils connaissent tout ça? Avant qu'on laisse parler à Claudio, après. Je découvre deux sports. Là, parce Pareil. que le handball, tu fais rebondir le ballon commande sur le sable. Oh, Claudio va nous expliquer ça, il va tout nous expliquer. Et le golf sur l'eau, alors là... Alors, le golf sur l'eau, là, c'est fort. Ah C'est ouais. des ricochets, non? Non, en fait, il y a une structure gonflable qui est un petit peu au large et les joueurs, c'est surtout de l'initiation, et les joueurs tirent leur... alors, je sais pas exactement les termes, je sais pas si c'est tir la balle. Il y a des pertes de balles importantes, non? Et donc, et ce sont des balles qui fondent dans l'eau parce qu'on ne peut pas les récupérer. Et comme on est précautionneux de notre environnement, on exige du golf donc que les balles se dissouent dans l'eau. D'accord. Voilà, mais ça a un petit succès auprès des enfants notamment qui s'amusent toute une grosse journée à la plage avec des balles de golf. Alors moi, je faisais des ricochets avec des pierres. Je sais pas si c'est Ouais. Le pareil. monde a changé. Et là, on va nous expliquer qu'est-ce qu'est le beach handball. Oui, Claudio, Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, comment développer un nouveau sport? Donc, alors, moi, je suis ex-international déjà de handball italien et de beach handball. Et aujourd'hui, je suis professeur d'éducation physique et sportive à l'Académie de Nice et entraîneur de handball et beach handball. C'est un sport qui existe depuis peu en France, mais dans le reste d'Europe, je dirais, c'est depuis les années 90. Voilà. Donc, disons que le Covid a été un élément accélérateur de la découverte ou redécouverte de ces sports à l'extérieur comme le beach handball. Et donc, ça a permis un peu d'accélérer le développement vis-à-vis des comités, des clubs, etc. Et comment on fait connaître un sport dans un pays où on ne le connaît pas? Mais la fédération française, disons, qui a appliqué la même méthode, je parle de la fédération française de handball, la même méthode pour faire connaître, découvrir et développer l'handball, c'est-à-dire avec l'équipe de France, déjà avec des résultats avec l'équipe tricolore. Mais en même temps, dans le beach handball, il y a un parcours à l'inverse, dans le sens qu'il y a aussi l'équipe de France qui essaie d'amener les premières médailles en France, mais aussi il y a beaucoup de tournois qui commencent à se développer dans le territoire, et c'est des tournois à l'extérieur qui permettent de se montrer et de se faire connaître.
Et c'est le meilleur moyen parce que moi-même, hein, j'organise tout le temps des tournois dans des plages où des gens n'ont jamais vu de beach handball. Et ils se rapprochent, ils posent des questions, et ils sont intéressés. Et voilà, et ça part dans le bas pour remonter après vers le haut, vers l'équipe de France. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce sport. C'est pas un sport olympique, ça? Encore? Oui et non. Disons que ça existe les JO moins 17 pour les jeunes et pour la jeunesse. Et donc, ça existe déjà le beach handball et fait partie des sports olympiques. Mais ça n'existe pas encore pour les JO officiels. On espérait franchement de débuter à Paris 2024. Et ça a été renvoyé au prochain JO. Donc, sûrement 2028, on verra aussi le beach handball parmi les sports olympiques. Voilà. Et quelles sont les règles? Tout à l'heure, on entendait Stéphane dire comment faire rebondir le ballon par terre. Oui, on fait comment? Oui. En fait, déjà, le terrain est plus petit. On joue pas 7 contre 7, mais on joue 4 contre 4 dans une surface de 27 mètres par 12 mètres de largeur, donc 27 mètres de longueur avec les zones et 12 mètres de largeur. Et donc, finalement, le terrain, l'espace à parcourir, c'est pas le même que l'handball indoor. Et on permet de faire rouler la balle par terre si on a besoin de dribbler et de la reprendre. Et ça compte comme un dribble. Des fois, il y en a qui essayent quand même de faire un petit rebond sous le sable pour gérer la direction de la balle, mais ils arrivent à le faire. Ou sinon, simplement, on lâche la balle par terre et on la reprend tout de suite et ça compte comme un dribble. C'est largement suffisant. Ça répond un peu aux questions, Stéphane? J'ai rien compris. Moi, je pense qu'il faut venir. Il faut tester ça. En plus, on peut même tester ça. Je pense qu'il est pas assez souple pour faire rouler la balle au sol. Il est peut-être pas aussi sportif que Claudio, quand même. Comment Claudio arrive à développer ce sport en France? Je disais tout à l'heure, avec des initiatives locaux, avec des petits tournois, avec les clubs. C'est-à-dire, c'est un travail de terrain. Minutieux un travail de longue haleine, quoi, vraiment arriver à prêcher. De collaboration aussi avec les autres sports, hein, parce que le beach volley c'est pour le moment le maître des plages, mais il faut travailler ensemble parce qu'il faut partager l'espace. Donc il faut faire là par exemple. Je suis à Nice et à Cannes-sur-Mer demain partira un gros tournoi à l'hippodrome Côte d'Azur en collaboration avec le volleyball. Donc, c'est un tournoi de beach handball et beach volley en même temps. Ça permet de faire connaître, clairement. Voilà, et donc c'est grâce à ces sports des sables qu'on arrive à faire ce type de collaboration. Voilà. Et quel est le profil des joueurs de beach handball? Est-ce que c'est des handballeurs l'année et des beach handballeurs l'été? Oui. Ou c'est monsieur, madame, tout le monde? Stéphane, par exemple. Bizarrement. Non, mais en fait, il y a aussi des personnes qui viennent découvrir le beach handball sans qu'ils n'ont jamais joué au handball et qui finalement ils trouvent leur plaisir parce que on l'a pas dit, il y a l'interdiction du contact physique dans le beach handball, contrairement au handball ou je sais pas, le rugby, c'est des sports de contact où ça fait partie de la performance individuelle. Dans le beach handball, il y a pas le contact physique, c'est interdit et c'est sanctionné. Et donc, du coup, les différentes morphologies entre les personnes, c'est un peu, ça compte un petit peu moins. Et on peut jouer garçons et filles ensemble sans avoir trop de problèmes. Même si les compétitions officielles, il y a la compétition masculin et féminin. Mais pour s'entraîner ou pour s'amuser, on peut jouer garçons et filles ensemble. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il faut une licence ou on peut jouer comme ça de temps en temps? Et tous ceux qui font déjà partie de la famille de la Fédération française de handball automatiquement ont droit de participer aux manifestations officielles de beach handball. Il ne faut pas forcément prendre une licence beach handball. Par contre, si on n'a pas une licence handball et on a envie juste de faire du beach handball, c'est suffisant de se rapprocher un des clubs de handball dans le territoire, poser leur la question et ils sont capables à mesure de faire des licences événementielles, c'est-à-dire que pour le tournoi, pour avoir une couverture d'assurance, voilà, il faut toujours faire ce type de licence, ou sinon des licences indépendantes, mais c'est la fédération en train de construire parce que voilà, ça allait vite avec le Covid, donc du coup, toute la machine s'est mise en route pour essayer de répondre à tous les exigences. Donc vous, le Covid, ça vous a bien aidé? Ouais. Malheureusement, je dirais que oui.
Dans le sens C'est où paradoxal on a parce que je pense qu'autour de la table, c'est tout l'inverse. Ah On oui. va en parler longuement pendant tout le reste de l'émission. Ouais. Oui, bon, on aurait pu choisir, on aurait pas voulu voir naître le Covid, mais finalement, c'était une opportunité pour faire comprendre qu'il faut sortir aussi des gymnases, il faut redécouvrir les espaces extérieurs, se réapproprier un peu de la nature. Et le beach handball, c'est un sport où il y a des valeurs de respect, de fair play vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la nature qui nous entoure. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaye à ce moment-là de se faire connaître. On a d'aider les Elodie. autres. On a Elodie de Narbonne qui nous a demandé sur notre répondeur comment on invente un nouveau sport comme ça. Ah oui, c'est par hasard, comme tous les plus belles inventions. C'est-à-dire que... D'un seul coup, on se met à dribbler sur le sable, c'est ça, en gros? On voit que ça marche pas, on fait rouler. On fait du basket, Oui, finalement, bah non, on fait rouler. Je suis en train de penser au golf aquatique aussi. Je Ah me oui, dis, comment ils ça ont- a marqué. Hein. Non mais, allez, en fait, je vous dis, le beach handball est né par hasard parce qu'un dirigeant... moi, j'étais au bon moment, au bon endroit, j'étais jeune joueur de handball. Et ce dirigeant de mon club, qui faisait partie du comité olympique italien, il voulait faire quelque chose sur la plage avec le handball parce qu'il aimait beaucoup. Et les règles, si je vous raconte là, on n'a pas le temps, presque toutes les règles sont nées un peu par hasard. Les règles qu'aujourd'hui font la vraie discipline du beach handball, c'est un peu par hasard, un peu par test, voilà. Et on a construit ce sport qui est devenu spectaculaire. Et donc, c'est toujours par hasard, en fait. Et oui, parce qu'il y a des figures à faire pour marquer plus de points, etc. Enfin, c'est fou de penser c'est à des choses original, comme c'est ça. un truc d'été quand même, c'est ça qui est bien. Oui, c'est spectaculaire. Donc, il y a au handball, tout le monde sait qu'un but comme au foot, ça compte un point. Et au beach handball, si on tire normalement comme handball, ça comptera toujours un point. Mais si on fait des 360, c'est-à-dire je saute avant de tirer, je fais un tour sur moi-même de 360 degrés et je marque, ça compte 2 points. S'il y a un kung fu qu'on appelle, c'est un terme spécifique de handball, c'est-à-dire je fais une passe au vol à quelqu'un qui rattrape au vol et marque, ça comptera 2 points. Et le spécialiste, que c'est le gardien volant, le gardien de but qui joue à l'attaque, que lui, pour tirer comme il veut, ça comptera 2 points. Donc la combinaison de toutes ces variables permet de voir un match très tactique et spectaculaire. L'année dernière, on avait entendu parler du beach handball à cause d'une polémique. Les Norvégiennes ont joué en short et non pas en bikini comme il est recommandé. Le beach handball a-t-il comme conviction de faire avancer les esprits du sport féminin? Oui, mais là, en fait, on n'a pas été bon, dans le sens que moi, personnellement, j'étais surpris. Je ne savais même pas qu'il y avait une obligation à niveau international de jouer pour les filles en bikini. Moi, j'entraîne une équipe, la sélection comité Alpes-Maritimes et PACA, et nous, on a toujours des shorts, des bardeurs, mais et au niveau international, il y avait la règle qui imposait de jouer avec ça. Et bon, ça a été résolu, ça a évolué, même grâce à la presse, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité. Et donc aujourd'hui, les joueuses, ils peuvent choisir. Il n'y a rien qui leur impose, ils peuvent choisir de jouer comme avant en bikini. Et d'ailleurs, il y a des équipes qui le font parce qu'ils sont à l'aise. Et il y a d'autres filles, d'autres joueuses qui jouent avec des shorties. Mais l'important, c'est de les mettre à l'aise les athlètes par rapport à leur activité. Et aujourd'hui, heureusement, ça a évolué. J'étais un peu embêté parce qu'on a fait parler de nous par pas les bonnes raisons. Parce que beaucoup de presse qui comprenaient même pas qu'est-ce que c'était le beach handball, ils se sont jetés là-dedans et ils ont parlé du tout à n'importe quoi. Mais le beach handball, c'est un sport qui cherche la mixité. Chaque tournoi de beach handball, ça doit être forcément garçon et fille. Il n'y a jamais un tournoi que féminin ou un tournoi que masculin. Chaque tournoi, il y a le tournoi garçon et fille ensemble, en parallèle, qui partagent la même plage, les mêmes moments de bonheur et de convivialité et de performance. On a Oui, vas-y. On a Éléonore qui nous demande, les handballeurs en France connaissent plus le sandball, quelle différence? Oui, parce que c'est une activité franco-française. Ça existe qu'en France, le sandball. Parce que parallèlement au développement du beach handball de le reste d'Europe, en France, ils ont eu l'idée, dans les années 90, de développer plus le côté ludique, convivial. Il n'y a pas au sandball de vraies règles spécifiques. Chaque tournoi, c'est des règles qu'on fait le jour même, un peu d'acrobatie, un peu de spectacle, mais finalement, il n'y a pas de vrais arbitres, il n'y a pas de vrais championnats, c'est juste plus la convivialité, le loisir, la version loisir.
Et le beach handball, il y a une fédération, il y a des arbitres, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, c'est un vrai sport avec la compétition qui vient derrière. David ? Oui, bonsoir Claudio. Bonsoir. J'avais juste un petit commentaire. Alors, ce soir, moi j'interviens dans le cadre de l'événementiel puisqu'on organise un festival de musique actuelle. Mais la coïncidence fait que j'ai joué au handball dans les années 80. Je suis âgé, t'imagines, les années 80. Ah, j'ai du mal à imaginer David jouer au handball. Il veut se mettre au beach handball, je pense qu'il va nous dire. J'ai joué au handball à un niveau national en universitaire. Voilà, en club c'était un petit peu plus compliqué, mais j'ai joué dans des grands clubs. Première chose, je voulais te féliciter d'avoir inventé ce sport parce que c'est quand même pas évident de... J'ai pas inventé, moi, j'étais juste... j'avais 18 ans. Je faisais partie de la première équipe de l'histoire créée exprès pour faire du beach handball. D'accord. C'était à Gaeta, c'est une ville entre Naples et Rome. Moi, c'était jeune joueur, c'était mon club de D1 de l'époque. Et j'étais témoin et heureusement j'ai eu la chance parce que j'ai suivi l'évolution de ce sport depuis que j'avais 18 ans. Donc le mérite, c'est plus le dirigeant qui a eu l'idée de nous confier la tâche, entre guillemets, de créer quelque chose de sympa sur le sable. Voilà. Non, en tous les cas, félicitations parce que c'est pas évident de transférer ce sport qui est un sport de salle sur la plage. Et puis toutes ces inventions, j'ai entendu les termes où tu peux marquer des points. Alors, les Schenker, je connaissais, etc. Mais en tous les cas, félicitations pour promouvoir ce sport. À mon avis, c'est pas évident parce que le beach volley, je pense que c'est plus facilement transférable de la salle à la plage que le beach beach. Oui, beach handball. Beach handball. Oui, mais maintenant, il faut juste regarder sur YouTube, sur Internet, un petit match, c'est vite fait. C'est presque naturel. On dit pourquoi on l'a pas fait avant. Mais ça a été bien fait là. En fait, ça plaît beaucoup, notamment aux jeunes qui découvrent l'activité, parce que ça leur permet de s'exprimer autrement. Voilà. Oui, et puis je pense aussi que ce que tu disais par rapport aux contacts physiques qui sont interdits, ça ouvre ce sport à un plus grand nombre parce que en salle, c'est physique. Enfin, moi déjà dans les années 80, si tu mesurais en dessous d'1m90 et 100 kilos de muscles, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a dans le handball, on a des athlètes à 2 mètres, enfin, et avec des contacts physiques qui n'ouvrent pas ce sport à tout le monde quand même. Et donc là, s'il n'y a pas de contact physique et c'est de l'invention, c'est très bien. Et le meilleur joueur du monde, c'est un Brésilien, il s'appelle Oliveira. Et lui, si on le voit comme ça, on dirait que c'est une personne delta, il est tranquille. Il est 1m70, il n'est pas exceptionnellement musclé, c'est un personnage tout à fait comme nous tous. Mais lui, il faut le voir jouer dans le terrain, il fait devenir fou les joueurs de 2 mètres, tout le monde. Donc, c'est un modèle d'inspiration parce que c'est la revanche entre guillemets des petits parce que c'est le cerveau qui compte. Je dis pas que dans les autres sports ça compte pas, mais ici c'est plus le cerveau, les jambes que le reste. Donc c'est pour ça que ça plaît à beaucoup. C'est bien, c'est très bien. Alors Michel, tiens, comment les mairies apprennent-elles l'existence de ces nouveaux sports ? Quels sont vos critères de sélection pour les inclure dans le programme de vos villes ? Alors moi, je rejoins Claudio quand il dit que les sportifs doivent sortir des gymnases. Et c'est vrai que depuis tous les étés, la ville de Saint-Cyr, et je suis complètement en phase avec ce qu'il dit, la ville de Saint-Cyr met en place un programme sportif. Alors bien sûr, il y a les clubs sportifs de la commune qui font leur activité respective, en proposant des stages à nos locaux. Et du classique. Et la ville met à disposition, donc sur la plage, sur le sable, des cours de sport du lundi au samedi avec des créneaux horaires importants, surtout tous les matins en fait, et le soir à la fraîche, où nous avons des coachs sportifs qui interviennent. Alors on fait de la zumba, on fait de l'aquamarche, on fait du cardio, il y a tout un tas de sports. Cette année, la nouveauté, on s'intéresse aussi aux tout petits avec la motricité. Je pense que vous connaissez ça dans la danse. Très bien, oui. Et donc voilà, on fait de l'éveil. On fait de l'éveil au sport avec la motricité. On va en parler après. Et donc on a un programme sportif riche et varié. Et l'année dernière, on a eu un tournoi
Hand Beach, ou Ah. de Beach Hand à Saint-Cyr, Ouais, c'était nouveau. en liaison avec l'équipe de Toulon, Toulon Handball. Et puis, on est preneur. Je sais que mon collègue Pascal Cordeil au sport est attentif à tout ça. Et on a comme ça des démos et on fait connaître. Donc vous êtes au courant de ces Et nouveaux le, sports. golf, et le golf sur l'eau. Ouais, bah oui, ça J'y fait parler. reviens. Donc l'audio, ça se dit quoi, le beach handball? C'est bien ça. Hein. est une proposition du Golf de Frégate, de l'association du Golf de Frégate, qui nous a proposé ça l'année dernière. On l'a mis en place avec un beau succès pour une première fois. Et cette année, on renouvelle. Innovation. Et Donc c'est innovation. Made in Saint-Cyr ou... C'est du Made in Saint-Cyr. Alors déjà, le beach handball, c'est déjà dans le tuyau à Saint-Cyr. Hein. C'est Oui. parfait, ça fait plaisir à Claudio, ça, je suppose. Mais moi, j'y étais l'année dernière à Saint-Cyr. Ah ben voilà. J'ai été, et nos sélections jeunes ont gagné le tournoi. Donc, mais j'étais super content de participer à ce tournoi. Il y avait du monde autour de nous, tous les touristes qui regardaient avec curiosité, ils s'est rapprochés. Et je disais tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas de contact physique, ça ouvre plein de, on regarde le match, le sport avec un œil différent. Il y a moins de stress, il y a moins de pression. On est plus, ouvert à le Cool, spectacle. quoi. Voilà, c'est un peu... Cool. Et les touristes, ils apprécient franchement énormément. Et il y a toujours un super état d'esprit chez les participants au type du tournoi. Et ils mettent de la joie, et notamment les jeunes. C'est incroyable. Comment Et on donc, trouve un club proche de chez nous, par exemple quand on habite en Vendée ou quand on habite dans le centre de la France? C'est sur le Internet. site de la Fédération française de handball. C'est suffisant. Je cherche un club. Je mets où j'habite. Il y a les clubs proches de nous, ou le comité, pour nous donner toutes les informations, les renseignements nécessaires. Il y en a un peu partout en France. Oui, les clubs de handball aujourd'hui en France, c'est le pays numéro 1 de handball dans le monde aujourd'hui. Même au niveau de formation, de développement. Donc, le territoire, il est bien couvert au niveau des clubs. Il n'y a aucun problème. Et on peut faire du beach handball loin de la plage. On l'a pas dit, dans le sens où on ne doit pas forcément être à la mer. C'est suffisant d'avoir un espace sablé et bien organisé. Par exemple, cette année, j'ai participé à un super tournoi à Barcelone dans les Ardèches. Et je vous assure qu'ils ont construit 3 terrains de beach handball au centre-ville, dans le parc de la ville, avec des tribunes, et c'était un succès énorme. Donc, c'est juste une question d'organisation. Eh ben, merci beaucoup, Claudio, pour avoir fait découvrir ça. Et à Saint-Cyr, il connaissait déjà, donc clairement, Eh ouais. c'est nickel. Merci, Claudio, pour cette participation et avoir fait découvrir ce sport. Merci, Au au plaisir. revoir. Merci, au revoir, Claudio. Au revoir, Au Claudio. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, Claudio. Allez, nous, on se retrouve dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Cindy, toi, tu as une école de danse, en plus de ton activité de danseuse pour certains artistes. Comment ça se passe l'été? Est-ce que tu continues tes cours? Est-ce que tu fais plus des stages? Explique-nous tout. Alors l'été, je continuais pas les cours parce que c'est la même période que scolaire en fait. Donc ça dure de septembre à juin. Donc ça, c'est ton école de danse à La Oui, Ciotat, exactement. Déclic Danse. Déclic Danse à La Voilà. Ciotat, c'est ça. Enfin, c'est pas mon école de danse, c'est une association de danse déjà. Mhm. Et c'est ma mère la directrice et moi j'ai un peu repris le truc, on va dire, avec elle. Et je donne des cours toute la semaine, donc de septembre à juin. Et l'été, c'est vrai qu'il y a plus les cours, puisque comme j'ai dit, ça s'arrête en juin, comme la période scolaire. Et en fait, l'été, je donne des stages, souvent. Donc ça dépend de la période, ça peut être mi-juillet, comme fin juillet, comme août, ça dépend quand nos élèves sont dispo. Et puis aussi, ce qui est bien les stages d'été, c'est que c'est ouvert à toutes les personnes de l'extérieur, pas forcément qu'à nos élèves. Contrairement aux cours à l'année, où il faut s'inscrire à l'année, les stages d'été, c'est totalement différent. Et justement, ça nous permet de découvrir de aussi. découvrir de nouveaux élèves, exactement. Et j'ai pas encore les dates pour cet été, mais tout sera mis sur nos réseaux sociaux. Donc c'est Valérie Caparros et Cindy Caparros sur tous les réseaux sociaux, et vous pourrez retrouver bientôt les dates de cet été des stages de danse. Parfait, tout ça, c'est bien, ça donne envie Oui. là, de s'y mettre. C'est après Covid, là, quand même, après C'est toutes ces ça. restrictions qu'on a eues depuis C'est 2 ça, ans. Franchement, ouais. on a envie de se lâcher. Ouais, Et c'est ça. pourquoi Ça pas fait la du bien, danse ça va transpirer cet été. Voilà, Je vous sur les- conseille de sur les venir. plages à La Ciotat. Ouais, si vous nous écoutez un petit peu partout en France, parce qu'on nous écoute un petit peu partout, Oui. si vous descendez là, sur la côte, clairement, et dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ouais.
En sur quoi la les, Ciotat. les stages, c'est différent des cours de l'année? Est-ce qu'on voit d'autres choses? Est-ce que c'est plus fun, entre guillemets? Bah, c'est ce que je disais justement déjà. Ça permet à d'autres élèves de venir de l'extérieur. Ou par exemple à nos élèves de ramener leurs copines. Comme ça, elles font le stage entre copines. Donc ça plaît en général. Et on fait beaucoup de styles différents et ils peuvent un peu voir ce qu'ils vont faire à l'année. Justement, et donc ils découvrent certaines fois des styles qu'ils ne connaissaient pas et ça leur permet de venir après en septembre faire ce style-là qu'ils ont aimé au stage d'été. Et puis c'est plus fun forcément puisqu'on s'amuse, il n'y a pas d'enjeu entre guillemets, on n'est pas en préparation d'un gala, donc c'est beaucoup plus cool. Puis c'est l'été, donc c'est sympa. Ça reste toujours sympa les stages d'été. Tu as des touristes quand même qui viennent à tes stages d'été? Oui, ça m'est Du fait arrivé. que tu fasses ça à la Ciotat, forcément. Oui, ça m'est arrivé avec les Ouais. réseaux sociaux vu que ça diffuse beaucoup plus maintenant grâce au réseau. Ça ramène du monde, oui. Alors, est-ce que ton image aussi, de danseuse, on en parlera après, cette partie-là, avec des artistes un peu connus, est-ce que ça aide à attirer des gens ou pas? Non, oui, La non. grande question. Bah oui, parce on pense aux touristes qui descendent et disent tiens, je vais peut-être me faire un stage d'été avec Cindy Alors, et tout, non? J'avoue que ça a aidé, oui, parfois d'avoir dansé avec certains artistes. Ça peut aider, oui. Le fait qu'on te voit aussi dans des clips, etc. Oui, c'est ça. permet de Mm. dire tiens, chez Oui, Cindy, c'est ça. danse comme Ça ça. fait une petite renommée et du coup, ça peut attirer beaucoup plus de personnes. L'été, dans les rues, on trouve souvent des petites troupes dansées. Est-ce que les studios comme le tien font des représentations à l'extérieur dans les villes? Non, en tout cas, notre école de danse ne fait pas ça l'été, non. Ok, donc du coup, comment les mairies gèrent-elles ces événements dans les rues? Y a-t-il des autorisations nécessaires à avoir? Est-ce que comment ça se passe? Comment ça se passe à la Ciotat? Puis on va voir un petit peu aussi comment ça se passe sur Saint-Cyr. Cindy, comment À ça la se passe Ciotat, chez je toi, déjà? suppose que oui, il faut après. Des Enfin, autorisations je travaille pas à la mairie, Non, mais c'est sûr. oui, je suppose qu'il faut une autorisation pour danser en pleine rue comme ça. Oui, en général, Michel, enfin, du coup. peut-être. Alors, quand On c'est peut aller la danser, ville, ça. Ouais. quand c'est la ville qui organise des petits spectacles de rue, de la déambulation, Mhm. on n'a pas à se demander à soi-même des autorisations. Logique. bien entendu. C'est un petit C'est peu un peu logique. Voilà. Mais nous sommes quand même obligés de prendre, suivant l'endroit, suivant le nombre de personnes attendues, des arrêtés qui sécurisent un peu tout Oui. le monde. Eh oui. Oui, quand même. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Et quand ce sont des particuliers, là, on étudie la demande et puis en fonction, voilà, il y a une petite concertation. Et si la demande tient la route, parce qu'aussi on a de temps en temps des demandes un petit peu ubuesques, si la demande tient la route, on accompagne la demande et on accompagne les particuliers à faire leurs prestations. Mais sinon, c'est essentiellement la ville l'été qui organise son programme et sa programmation. Oui, voilà, c'est en général la ville et puis après. Parce que les associations, on aussi l'été, participe, elles sont quoi. un petit peu en pause des fois. Enfin, Oui, il y a quelques stages c'est ça, d'été, mais c'est ça. c'est plus calme. Ah, voilà, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus calme. À part les stages, on a rarement des choses l'été, quoi. En juin, par contre, on a les galas. Ah Celui oui. de ton studio Déclic Danse à la Ciotat a eu lieu récemment. Comment Oui. ça se passe? Comment ça se prépare? Comment ça s'organise tout? On veut tout savoir. Ouh là 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 On là. veut tout savoir sur un gala. C'est beaucoup d'organisation. Enfin, moi, je m'occupe moins de l'organisation administrative. C'est plus ma mère, parce que c'est la directrice de l'école. Et moi, je gère plus tout ce qui est chorégraphie, les élèves, tout ça. Et c'était le week-end dernier, donc ça s'est super bien passé. Comme je disais tout à l'heure, ça fait plaisir de refaire un spectacle normalement. Genre, il n'y a plus de Libre. restrictions. Voilà, libre, comme avant. Vraiment, c'était le top. Et personnellement, j'en ai encore plus profité. Après, je sais pas si les enfants, ils se rendent compte. Parce que y en a qui sont nés dans le Covid. Ouais, ça, c'est pas drôle. Voilà. Et on avait des petites sœurs dans le public qui sont nées du coup dans le Covid, puisqu'ils ont, Quel elles ont âge 1 an, 2 ans dans le public. Ah oui. Elles étaient en train de danser, donc ça fait plaisir Ah bon, de à cet voir. âge-là Ouais, dans le public. C'est Et ça cool, fait plaisir à cet âge-là de voir des enfants qui sont nés dans le Covid et finalement vivre normalement. Mais Oui, qui sinon, n'avaient ouais. vraiment C'est ça. jamais ressenti ça. Au C'est même ça. de 3-4 ans, Bah, en c'est fait. ça. Voilà, qui avaient Ouais. vu que les masques, qui se rappellent pas Ouais, c'est ça. la liberté dans Et la ça rue. s'est super bien passé. C'était le top. Puisque c'est un talk show, je m'autorise Ah oui, une petite intervention. Sans problème, Une David. petite pensée à tous ces enfants Oui. nés dans les 2 ans Mm, qui ne voyaient pas le visage des gens C'est ça. avec le masque. Enfin, ouais. j'espère qu'on n'en reviendra pas là, même si à un moment donné les gestes barrières se réimposent à nous. Mais c'est quand même terrible pour des de jeunes enfants de grandir sans voir le visage des gens qui les entourent. Alors, parce que mon autre casquette, c'est que je suis éducateur spécialisé et je connais un rayon Ouais. sur le développement de l'enfant. Mais je pense que Oui, c'est horrible. j'espère qu'il y aura un travail en aval
sur cette On question. peut espérer que les enfants qui ont 2-3 ans s'en rappellent plus, mais Oui, pour certains un peut-être. petit peu plus tard, Mm. c'est Ouais. été marqué On sait par que c'est une période de construction psychologique importante et ces enfants qui ne voyaient pas le visage des gens dans la rue, qui ne voyaient pas les gens faire la fête non Ouais, plus, c'est ça. voilà, être libre, Les- libre, normal. Là, on a vu Personne- des enfants libres, c'était incroyable. Tout le monde faisait la fête. Ouais, c'est ça. C'était très festif. Donc, ça fait du bien. ça relance quand même. Oui, Un effet de oui. relance, oui. quand même. Complètement. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelques contraintes, comme Michel l'a dit en début d'émission, sur les préfectures, etc. Oui, qui mais pour imposent- nous, en tout cas, il n'y en a pas eu et c'était trop bien. Michel, il existe de nombreux studios de danse au sein d'une même ville. Comment vous gérez l'occupation des salles, des lieux, etc. etc. Alors, nous en avons plusieurs sur Saint-Cyr qui ont leur propre salle de danse. Et quand elles demandent à faire des galas de fin d'année, donc nous avons un magnifique... Souvent en extérieur, effectivement. Souvent en extérieur. Nous avons le magnifique écrin du Théâtre de Verdure. Et je pense que demain soir à Saint-Cyr, il y a un magnifique gala. J'en profite pour faire la promotion. Et donc, le Théâtre de Verdure est mis à disposition des associations et des écoles de danse. Voilà, c'est parfait. Donc J'ai là, on dansé parle d'ailleurs de- dans ce théâtre. Oui. C'est le théâtre de Rambla. Oui. Oui, j'ai dansé de nombreuses années. C'était Donc si vous cool. écoutez un peu partout en France, vous descendez, passez vos vacances à Saint-Cyr-sur-Mer, Voilà. venez promenade de la Rambla. Effectivement, il y a un super théâtre de verdure. Il se passe souvent des animations. Voilà. Non, mais depuis le début de l'émission, on fait un focus du coup sur Saint-Cyr parce que le studio Oui, est bien ici, mais sûr. c'est un peu partout, Oui. pareil en France. C'est bien. Bah oui. Bien sûr, il faut profiter effectivement de tout ça, de tous ces espaces extérieurs. Oui, On va passer à la seconde partie. sans problème. Allez, seconde partie, on va dériver tranquillement sur tout ce qui va être concert et festival. Faut qu'on en parle, seconde partie. Vous avez été nombreux et nombreuses à être restreints pendant cette crise qu'on a traversée ensemble. L'ambiance festive, la musique vivante sur scène vous a manqué. Nous allons entrer dans quelques instants dans les coulisses des concerts avec notre invité. Faut qu'on en parle, les chiffres. Est-ce que Luc, tu peux nous donner quelques chiffres sur les concerts ? Oui, juste avant la crise Covid, en 2019, c'est près de 59 000 concerts qui ont eu lieu, avec plus de 30 millions d'entrées. Oui, 30 millions de Français qui sont allés voir les concerts, en croissance quand même de 8% par rapport à 2018. Donc on sent bien qu'avant le Covid, il y avait déjà une envie de bien se lâcher et faire tout ça, d'aller voir les concerts. Ça a généré 980 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, en 2020, évidemment, le nombre de représentations s'est écroulé de 71%, et la billetterie de 83%, puisqu'il y a eu seulement 17 000 représentations, essentiellement en début d'année, bien évidemment, avant que le monde de la culture soit clairement à l'arrêt. 2021, ça a été aussi une année noire, clairement, malgré des stop-go, des passes, etc. Ça a été très compliqué. On l'a entendu à Néo, ils ont réussi à maintenir leur festival et c'est tant mieux. Pour 2022, tout semble quand même se relancer avec l'abandon un petit peu de toutes ces restrictions sanitaires. Vous avez été nombreux à nous laisser des réactions. On va les citer tout de suite. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Jean-Christophe de Miribel. Pour moi, la musique est dans ma peau, dans mes oreilles, dans mes yeux. Elle se vit en direct avec des artistes sur scène, avec du public qui chante les chansons, que ce soit sur un concert ou un festival. C'est cela la vraie vie, pas dans des vidéos que l'on regarde sur un téléphone. On a Sofiane du côté de Marseille qui nous a dit « Je suis fan de concert, j'étais très malheureux pendant le Covid. Je suis retourné voir Soprano la semaine dernière et ça fait plaisir de reprendre la vie normale. » Tatiana de Rouen, hâte d'écouter comment les mairies choisissent les artistes, les dates. Grâce à vous, on va connaître l'envers du décor. Donc Cindy, on vient de parler de ton école de danse, mais tu es aussi danseuse dans des concerts et des clips pour Angelina, Matt Pokora ou encore Stromae. Comment cela se passe-t-il ? Comment es-tu devenue danseuse pour ces artistes-là ? La grande question. En fait, je vois... Même des gros artistes, on te voit dans des clips, des concerts, des... Bon. Oui. Comment tu fais ? Tout simplement, je passe des castings, comme tout le monde, je suppose. Et je les vois sur les réseaux sociaux. En fait, à force de se faire un petit réseau, on voit les annonces. Et puis, c'est comme ça que je me suis présentée au casting. Et après, j'ai tout donné pour réussir. Et le premier casting que j'ai passé, j'avais tout juste 20 ans. Et je suis partie à Paris pour danser pour Kamel Wally dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Ah oui, quand voilà. même. Oui. Et j'ai passé le casting comme tout le monde et puis j'ai été retenue à la fin au bout de nombreuses heures de casting. C'était mon premier casting. Nombreuses heures, journées oui, même. oui, l'enfer. voilà, oui. Ouais. Combien de castings, par exemple, pour arriver 2 castings avant de réussir, avant d'être prise. Et c'était dur, sans vous mentir. C'était difficile. Et il faut vraiment vouloir et il faut vraiment se battre.
Bah, en fait, c'est. Faut rien vraiment... lâcher. Ouais, voilà, faut rien Montrer lâcher. qu'on est la meilleure. C'est ça, bah, exactement. Bah, de toute façon, c'est un casting, hein, donc. Et ben, au bout de 2 jours de casting, enfin 2 jours séparés, c'était pas 2 jours d'affilée, hein, et de nombreuses heures à danser devant Kamel Wally, ben, j'ai fini par être prise. Et là, ça a été. En fait, c'était un peu mon rêve d'enfant de danser pour Kamel Wally, parce que moi, je suis née dans la Star Academy. Ouais. Donc, j'ai beaucoup regardé la Star Academy, et c'est vrai que bah, c'était Kamel Wally qui était beaucoup mis en avant avec la danse. Et c'était mon rêve d'enfant. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, bah, je suis partie sur Paris pour passer ce fameux casting, et j'ai réussi. Ça a été mon plus beau spectacle. On a fait ça à Bercy, donc quand même, c'est pas rien. Ouais, effectivement. Ouais. Petite salle. Hein. Oui, voilà, petite salle. Et c'était incroyable. Franchement, j'ai vécu mon rêve d'enfant, vraiment. Et après, à partir de là, bah, j'ai commencé à faire des clips d'artistes comme Tal. Après, j'ai fait l'Energy Music Award avec Matt Pokora et VG Dream. Ça aussi, c'est des plateaux télé, c'est encore différent. Comme les clips, c'est aussi différent. Enfin, quand même, ça met la pression. Un c'est plateau des télé d'Energy Music Awards, danser avec Matt Pokora. Oui. Bah, c'était la première fois que je dansais en direct, surtout. En direct, en C'était plus, du direct. Ah oui, l'Energy, c'est du direct. C'est le meilleur direct. Mais oui, à part si on se trompe. Ah ben, c'est comme ça, il n'y a pas de filet. C'est comme nous. Mais non, franchement, c'est le petit stress qu'on a avant de passer sur scène. N'importe quelle scène que ce soit, même que ce soit en direct ou pas, c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore ça. Par exemple, tu t'y reprends plusieurs fois? Oui, voilà, c'est totalement différent. Un clip, on s'y reprend plusieurs fois, ça dépend hein, quand même. On peut pas refaire qu'un soir, mais. Non, parce que du coup, il faut que tout soit en phase, oui, chanteur, voilà. à chanteuse. Mais c'est vrai que les clips, c'est différent. Enfin, on se dit, il y a plus de chance, entre guillemets. Puis, ils filment beaucoup, mais ils prennent pas tous les passages, puisque ça reste un clip. Donc, c'est des secondes par-ci, voilà, par-ci, par-là. Comme on te voit dans un clip de Stromae, là, récent, je oui, crois. Voilà. Oui. Le clip de Stromae aussi, c'était une expérience incroyable. Je suis montée en Belgique du jour au lendemain, comme ça, j'ai vu le casting, j'ai dit, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille, en fait. Et je suis partie faire le casting donc en Belgique. Et pareil, bah, c'était dur quand même. Hein. Au fur et à mesure, ils éliminaient des gens, puis je suis restée jusqu'à la fin. Et après, on n'a pas su la réponse de suite parce que ça dépend les castings. Des fois, on sait les réponses directes, des fois, on sait pas direct. Donc, je suis rentrée chez moi à La Ciotat et j'ai attendu la réponse. Et puis, j'ai reçu ce fameux SMS et puis je suis remontée direct. Une semaine après, je suis remontée en Belgique pour pouvoir faire le clip de Stromae. Et du coup, est-ce que tes références comme ça jouent après pour les castings suivants? Est-ce que tu dis j'ai fait le clip de machin, de truc, de vidéo ou pas du tout? C'est anonyme. Non, pas vraiment. Le fait que ça te fait presque un carnet d'adresse, quoi. Ouais, c'est un CV, c'est un CV. Oui, dans le CV, ça peut servir aussi, mais c'est vrai que maintenant, on envoie moins les CV. Enfin, ça dépend pourquoi en fait. Mais bon, après, on te demande pas spécialement pour qui t'as dansé avant? Non. Pas pour ce que je fais moi en tout cas, mais bon, ça fait un bon CV quand même. Oui, forcément, ça fait des beaux noms à mettre dans le CV. Clair. Et ça peut servir. Les portes ouvertes aussi à d'autres qui n'ont pas d'expérience au moins. Oui, ça peut servir. Après, vraiment, oui. Comment tu as géré la crise Covid? On parle régulièrement des artistes, mais on oublie souvent les gens entre guillemets de l'ombre, comme toi par exemple. Ah, je suis une personne de l'ombre. Écoute, c'est vrai non, que mais on parle pas des danseurs dans un concert, on parle souvent de l'artiste. Oui, c'est vrai. C'est la plus dans la lumière de la bande ce soir, c'est la plus dans la lumière. On n'a pas eu la chance, nous, d'avoir des millions de vues. C'est clair que j'ai des millions de vues ces clips, c'est la folie. Il y a des millions de personnes qui t'ont vu, mais ouais, effectivement. Oui, bon. Ouais. Du coup, c'était quoi la question? Comment t'as géré la crise Covid? Ah, oula, oui. Ouais, parce que le passage en fait, il faut savoir que quand il y a eu le Covid, on était en pleine tournée avec Angelina, du coup, puisque je suis actuellement sur la nouvelle tournée d'Angelina qui a gagné The Voice Kids, qui est venue il y a pas longtemps chez vous. C'est ça. Du coup, c'était sa première tournée en 2020. Et on était vraiment en pleine tournée. On a fait que 2 dates. Donc, on a fait La Ciotat et la Grande Motte. Et le week-end où on a fait la Grande Motte, on a senti déjà qu'il y avait des gens réticents qui ne sont pas venus. Et là, on a commencé à avoir peur. C'était quand ça? C'était au tout début? Oui, c'était vraiment avant le tout premier confinement, quoi, en février. Ouais, c'est ça, février, ça commençait à parler de quelques cas, tout ça. Confinement, donc là, c'est mi-mars. Ouais, voilà, c'est ça. On était en tournée en février. On avait répété pendant tout le mois de janvier, même un peu avant peut-être, enfin tout le mois de janvier. Et en février, on a commencé à tourner. On a fait juste La Ciotat et la Grande Motte. Et après, le week-end d'après, où on devait continuer la tournée, puisque tous les week-ends, on devait être en tournée, ça s'est arrêté. Et là, ça a fait vraiment bizarre. Enfin, le tout premier confinement était super bizarre. Et puis, c'était trop dommage, parce qu'on avait énormément travaillé et on n'a fait que 2 dates. Donc, on était déçus. Mais finalement, on a bien repris le dessus, là, avec la nouvelle tournée. Et là, c'est génial, parce qu'on a pu vraiment faire toutes les dates. Et puis, on reprend aussi en octobre.
Donc là, c'est trop cool. C'est totalement raccord avec la question suivante parce que voilà. justement, j'allais te demander si tous tes concerts avaient pu reprendre, Oui. si ton activité a été, elle, effectivement bien relancée. Là, je pense Ah oui, que oui. tu as déjà un petit peu oui. répondu. Et est-ce que tu vas partir en tournée prochainement? Je crois que tu as un peu Bah, répondu. ça y est, j'ai répondu. Oui, on a été en tournée là, du coup. On a fait beaucoup de dates, dont la Belgique aussi, du coup. Et Casino de Paris, je crois, tu as fait aussi. Oui, Casino de Paris, ouais. Bon, on a fait beaucoup de dates, ouais. Et là, on repart, du coup, comme je disais, en octobre, on va reprendre les répétitions. Et puis en novembre et en décembre, on a encore pas mal de dates. Donc, c'est vraiment cool. Au sein des concerts, est-ce que tu as vu le comportement des spectateurs changer? Est-ce qu'ils sont encore plus motivés à venir voir les artistes sur scène? La relance des spectacles est-elle bien ou pas encore là? J'ai l'impression que les gens sont Il y a contents l'avant-Covid, quand même. l'après-Covid, quand même, ça se sent ou pas? Ouais, j'ai l'impression. Enfin, après, c'est peut-être comme mon avis, mais en tout cas, dans les villes où on est allé, les gens étaient vraiment très contents d'être là. Et ça se voyait, ça se ressentait, ouais. Le festival, vous voyez la même chose? Mais en fait, nous, on a noté un changement de comportement des festivaliers et des gens en général qui vont voir les concerts, notamment au niveau des achats de places. Ah oui. Ah oui, déjà oui, parce que vous, ça n'a pas encore Oui, eu lieu, nous, mais au niveau des achats de place, le comportement. Oui, nous, on fait, on balance la promo à Noël. Avec la programmation. En général, on a, depuis 2019, c'était un quota qui, chaque année était à peu près le même. Et là, cette année, ça a été totalement différent. Et avec nos concerts hors les murs, notamment au Pradé, les gens achètent les tickets au dernier moment, les billets au dernier moment. Donc, par peur de savoir ce qui va se passer. On n'a plus, c'est très gênant pour nous parce qu'on n'a plus aucune vision, on peut plus prévoir. Ouais, c'est pas cool. Ça. Et c'est toujours pareil là. Donc depuis Noël que vous avez relancé le truc pour cette année. Ouais, non, ça a pas changé. C'est vrai qu'à Noël, il y a eu encore la vague en janvier et tout ça. Ah oui, à Noël, il y avait une grosse vague. D'ailleurs, j'ai le Covid en décembre. Moi. Beaucoup l'ont eu sur décembre, janvier. Nous, on a organisé des concerts. Donc en mars, c'était Babylon Circus et on a fait venir les Scatalites aussi au mois de mai. Et effectivement, les gens attendent la veille ou l'avant-veille. Même maintenant, oui. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et puis, l'affluence est réduite de 35 à 40%. Ouais. Là donc ça, faut arrêter, on peut le dire à tous nos auditeurs. Allez-y, achetez des places, c'est reparti, faut y aller, faut se lâcher la culture, c'est la relance. Soutenez l'événementiel. Mais oui, un monde qui a souffert pendant 2 ans. Profitez, quoi. Toute la saison, on a fait et même l'édition 2021 du festival qu'on a maintenu, on travaille à perte. Alors, heureusement, le ministère de la Culture nous soutient un peu. Mais tous les concerts, on a... parce qu'on en parlera après, vous nous expliquerez tout ça, vous êtes un festival bénévole, etc. Donc tout ça, c'est important. Mais déjà, vous avez maintenu l'année dernière. Donc effectivement, le message qu'on peut passer là aux auditeurs, c'est ça, c'est allez-y, achetez les places. Profitez à fond. Soutenez la culture. Parce que d'habitude, c'est guichet fermé, les trucs, c'est mort, c'est fini, on peut plus rien acheter. Et là, non, il y a encore des places dans des concerts. Oui. Donc achetez-les. Il y a des places dans les concerts. Venez faire la fête. Venez kiffer, hein. On n'a qu'une vie. Hein. Mais c'est ça, exactement. Là, vraiment, après ces 2 années de restrictions, on dirait que les gens ont pris des habitudes de rester un peu fermés. Ils ont peur de perdre leur place. Comment ça se passe d'ailleurs si aujourd'hui on prend la place et qu'il y a une restriction qui ressort 2-3 jours avant? Normalement, tout dépend. Enfin, il y a une législation qui prévoit des remboursements selon les situations. Donc, voilà, c'est très complexe en fait. C'est pour ça que les gens s'y perdent un petit peu. Nous, en 2021, on a ouvert notre billetterie parce que c'était open. Et puis au final, quelques mois avant, on nous impose le pass sanitaire. Et les gens disent non, mais moi, je veux ni être vacciné, ni me faire tester. Est-ce que vous remboursez? Ben non, on rembourse pas. La législation nous l'impose pas parce que, donc c'est très très compliqué, même pour nous, parce que du coup, des gens qui avaient acheté leur place, on leur dit non, on peut pas vous rembourser. Mais bon, il faut que vous fassiez. Du coup, ils s'en prennent à vous. Alors que c'est pas vous, oui. Ça a été 2021, alors que nous, on est vraiment une organisation indépendante. On a été traité de SS. Ah oui, on est complice du pouvoir. D'accord. Alors qu'il n'y a pas plus roots que le festival de Néoul. Hein, voilà. Ouais, c'est clair. C'est complètement pas du tout l'esprit là, non. Alternatif, enfin. Mais on a voulu maintenir pour les artistes, pour le public. Parce que les artistes aussi étaient malheureux de plus tourner. Nous, on a vaille que vaille, on a maintenu l'événement et on est tous bénévoles, donc on n'a aucun bénéfice à en tirer. Et on a eu tous les noms d'oiseaux de la terre. Non, mais on a eu des croix gammées sur nos banderoles. Ouh là là. Et côté mairie, comment ça se passe? Parce qu'il y a moins d'événements payants, on va dire, c'est clair. Donc comment on peut jauger ça? On peut savoir en termes pour l'année 2021, il a fallu au pied levé se mettre raccord avec toutes les contraintes. Qui changeaient tous les 4 matins. Il a fallu mettre des infirmiers à l'entrée de l'espace Grand Large au Lec pour pouvoir faire nos spectacles.
Il a fallu sur tous nos devis mettre la fameuse clause Covid pour les maisons de production. Si ça ne pouvait pas avoir lieu, il fallait bien évidemment qu'on ne paye pas la prestation qui n'était pas faite. Donc voilà, beaucoup de contraintes au pied levé. Pour cette année, c'est un peu plus détendu. Effectivement, la ville met principalement des concerts gratuits, mais avec billetterie, parce que suivant le nombre de personnes attendues, on respecte la jauge de la préfecture. Oui. Avec le PC sécurité ou pas. Enfin voilà, donc il y a beaucoup, et je crois que nos collègues de Néo le savent de quoi je parle. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, donc on est obligé sans arrêt de revoir la copie. Mais je comprends les festivals qui sont payants et qui vivent, qui se remboursent avec ça. Hein. D'ailleurs, moi je voudrais, quand on parlera c'est peut-être trop tôt, mais la ville normalement reçoit tout au long de l'année des propositions de producteurs de spectacles. Et puis cette année, mais ça, je pense que c'est dû aussi au fait du Covid. On a voulu faire travailler les talents locaux. On a énormément de talents locaux. On a un collectif, il y a des gains sur la commune, aux alentours, qui fait un festival depuis 5 ans et qui a pris de la notoriété. Et on s'est dit, mais ces jeunes sont de Saint-Cyr ou du territoire et on va leur proposer. Et moi, je suis très attachée aux talents locaux. On en a, et on en a en quantité. Et on méconnaît nos talents locaux. Et donc, cette année, nous faisons notre premier festival Electrocap en lancement de saison le 1er juillet. Avec des jeunes, alors après ils ont des réseaux que nous villes on n'a pas dans le monde de l'électro, et nous avons comme ça quelques pointures nationales, internationales et aussi de notre territoire, et on a travaillé de concert avec eux. Voilà, moi je suis très fière de ce premier festival à Saint-Cyr qui est payant, et on se rend compte. Et là on a l'autre. Il y a aussi le cachet des gros artistes. Et là, il y a tête d'affiche là. Il y a des têtes d'affiche, mais la ville achète le concept au collectif, en fait. Ok, d'accord. Donc, on ne se mêle pas de la programmation. De la programmation. Okay, on a une vision, parce que c'est vraiment un partenariat étroit avec le collectif. Mais on se rend compte, la ville vend les tickets cette année, et on se rend compte, on a l'envers du décor, et ce que vivent effectivement tous les organisateurs de festivals. Au dernier moment, quoi. Voilà. Mais on part en vacances au dernier moment, on va au spectacle au dernier moment. Je crois que c'est un peu rentré dans les mœurs. J'ai envie de dire que les gens ont pris d'autres habitudes parce qu'il y a eu le confinement, les gens étaient justement, enfermés il faut qu'ils rechangent, il faut qu'ils reviennent dans la normalité. Ont pris d'autres habitudes. Mais même les gens, je trouve qu'ils sont devenus feignants avec le Covid. Ah ouais? Oui. Aller à un concert, c'est il y a des gens qui sont devenus feignants avec le Covid, je trouve. Mais c'est un peu vrai. Mais oui. C'est Netflix. Vraiment. Netflix à fond. Ils préfèrent être devant Netflix qu'aller à un concert ou sortir le soir. Pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais ça a rendu des gens feignants. Enfin, moi, particulièrement. Il y a des gens qui ont peur de la foule aussi maintenant. C'était un phénomène qu'on a vu sur Internet se développer. Oui, c'est vrai. Ils sont trop isolés chez eux. Ouais, ils ont peur de la foule. Non, il faut arrêter ça. Il faut y retourner là. Mais grave. Après, il y a un contexte. On sort du Covid et puis là, on se retrouve avec le prix de l'essence qui augmente, les prix qui augmentent, le conflit ukrainien. C'est sûr. On n'a rien qui va, quoi. pas de bol. Il n'y a pas de culture, il n'y a plus de culture, il n'y a pas de vie. La culture, c'est important. Mais après, il faut aussi considérer ces gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Nous, au Festival de Néo, on a toujours eu une politique de prix au minimum. On est bénévole, donc on s'en fiche de faire des bénéfices. On n'est pas payé, on le fait gratuitement. Mais on mesure à quel point là, les gens... acheter une place à 25 €. Non, mais c'est sûr. Aussi, en ce moment. D'aller en famille, Ça revient de suite cher si on est 4 ou une famille. Et c'est vrai. C'est sûr. Et on a de plus en plus de pauvreté en France. Je suis désolé. Il y a plein de raisons. Et avec l'inflation qui est délirante, les gens, malheureusement, sont obligés de mettre plus d'argent dans l'alimentaire. C'est ça. Clair. Et moins dans le loisir. C'est ça. Je vais aller me suicider et puis je reviens.
Je vois que Stéphane, ouais. Non, mais là, on va essayer de partir dans un esprit positif. Politique là. au On est en sens direct. noble du terme. Hein. Je m'occupe de la cité. Hein. On va parle donner pas des de bons tuyaux, des bons politiciens. plans. Voilà, faut venir faire la fête. Tout à C'est l'heure, on va ça. parler Mais sport. on va repartir un peu sur les concerts parce qu'on a eu énormément Oui. de réactions Ouais, pour toi, énormément, Cindy. énormément. Est-ce que tu Ouais. as des entraînements, par exemple, avec les artistes avec lesquels tu collabores? C'est Jade de Tourcoing qui nous demande ça. Est-ce que tu les connais personnellement? Est-ce que c'est tes amis? Ouais, Tu est-ce que t'as leur numéro de téléphone, tu vois, par exemple. Alors, nous a demandé ça. tout dépend de l'artiste, bien sûr. Par exemple, Angelina, c'est mon amie, hein, en dehors des concerts, tout ça. Mais par exemple, quand j'ai travaillé pour Stromae ou Matt Pokora, les artistes comme ça, non, j'ai pas leur numéro. Ah. Alors après, ça dépend aussi de ce que je fais et de la choré qu'il y a à faire, tout ça. Mais par exemple, pour les Energy Music Awards, on a répété la veille sur le plateau. Et il y avait Matt Pokora, donc ça s'est préparé un peu à l'avance. Pareil pour Stromae aussi, on a Forcément. Oui, T'as voilà. discuté avec eux, t'es obligé à un moment oui, donné. voilà, on a préparé à l'avance et enfin ça dépend de ce qu'on fait quoi. Est-ce que Mais du j'ai coup, pas t'es- leur numéro donc. Non, mais est-ce que t'es tombé du coup sur des artistes très exigeants Alors quand ils t'ont parlé, en fait, clairement, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? T'ont dit, Non. est-ce que je veux que tu fasses si précisément Alors, comme ça ou pas? j'ai eu Non. la chance vraiment de travailler qu'avec des artistes. Par la grosse tête. Ouais, c'est Ouais. exactement. Par exemple, je vais te donner une petite anecdote. Ouais. C'était On justement l'avait une demandé. question de Ah, Angel, oui, Denise. qui Voilà, va il y a avoir une Angel anecdote. Denis et d'autres auditeurs qui ont Par noté. Il exemple, faudra qu'on quand me j'ai- raconte des trucs. Quand j'ai fait le clip de Tal, donc Ouais. on a fait 2 jours d'entraînement, il me semble. C'était quelle chanson que t'avais? Le quel temps qu'il clip faut, prenons Ok. le temps qu'il faut. Je vais pas chanter parce que je chante Non, très tu mal. danses. Toi, tu danses. Voilà, je chante très mal. Et donc, en fait, pour vous dire à quel point Tal était simple comme artiste, quand on est venu répéter, elle est venue répéter en vélo, quoi. Elle est arrivée en vélo. Moi, ça Pas de m'a- chauffeur, rien, tranquille. Oui, Moi, normal, ça quoi. m'a. Enfin, je dis, waouh, Mais- la fille, elle est Mais super c'est là simple, où quoi. c'est bizarre parce que je vois Michel qui rigole, mais en fait, c'est normal. Mais Bah oui, non, c'est mais normal. bien sûr. Mais on se dit, par exemple, Bah on oui. parlait Voilà. des concerts, on parlait de soprano, C'est mais ces normal. gens-là, ils ont plus de vie. Oui, En voilà. fait, c'est la question qu'on posait à Angelina sur notre Ouais. émission. On a dit, est-ce que ça te fait pas peur de plus avoir de vie après? Si jamais tu deviens un artiste internationalement connu parce qu'elle veut faire l'international et tout ça, Ouais. ces gens-là, ils peuvent pas aller au magasin du coin. Ils vont se faire. Voilà. Bah, ouais. Je veux Selon- juste vous ouais. rappeler que les artistes, ils vont faire caca aussi. Non, mais Ils bien vont sûr. aux Voilà, mais toilettes c'est comme ça, nous. c'est que hein. pourtant Mais- ils peuvent très mais bien y a venir en pas tous vélo les et aller artistes. acheter une baguette Non, de mais pain à la boulangerie. Pas tous Normalement, les mais ils peuvent artistes plus. font ça. Enfin, il y a pas tous les artistes qui seraient venus à la répète en vélo, quoi. Ah bah, c'est Il y en a clair. qui se prennent pour des stars, alors que, du coup, comme je disais, tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé, franchement, super sympa. Même Matt Pokora, quand on était Tranquille, sur le sympa. Ouais. sur le plateau, enfin, il a dit bonjour à tout le monde alors qu'on était beaucoup. Enfin, il a pris le temps, comme Tal qui nous a tous demandé nos prénoms, qui nous a fait la bise à chacun alors qu'on était au moins 30 danseurs. Enfin, il y a pas tous les artistes qui le feraient. C'est pour ça que je fais la référence du vélo. Enfin, Ouais, c'est voilà. Moi, ça m'a, franchement, Ça j'ai t'a été marqué, impressionnée. quoi. Ouais, ça m'a marqué, ouais. On a Steven Deloise qui nous demande, as-tu un artiste ou une artiste avec laquelle tu aimerais vraiment collaborer? En dehors d'Angelina, oui, évidemment. oui. Ah bah, il y en a toujours. Bah, après, si je prends des artistes français, j'aime beaucoup Slimane. Mhm. C'est un des artistes que je préfère, je pense, en tant que français. Et puis, bien évidemment, Ariana Grande. Ça, Ariana Grande, c'est vraiment un rêve. Mais bon, c'est un rêve un peu fou, hein. Mais Pourquoi voilà. pas Écoute, Pourquoi pas, pourquoi T'avais pas. bien on rêvé de sait Kamel jamais, hein. Wally à l'époque. Oui, finalement. oui. Hein Fallait Mais dire bon, comment non. en France, on va dire Slimane, c'est vraiment un artiste que je trouve incroyable. On a Sacha du Luxembourg qui nous dit, je pensais que les danseuses de Stromae étaient juste les danseuses de Stromae. Est-ce que c'est un choix de ta part de ne pas être exclusive à quelqu'un ou c'est le cas de tout le monde? Ou les castings, ça change tout le temps. La question. Tu pensais que les danseuses qui dansaient pour Stromae, Ah c'était oui, toujours d'accord. les C'était mêmes? toujours les mêmes. Est-ce que Ah c'est non, toi non, qui oui. fais le choix de danser avec plein de personnes ou Ah non, je c'est sais pas. plus Enfin, le après, je pense qu'il y a des artistes qui ont toujours les mêmes danseuses. Mais par exemple, Angelina, qui a toujours. Je vais prendre l'exemple d'Angelina, parce que je suis actuellement sur sa tournée. Bah, par exemple, elle a Sarah et moi qui dansons tout le temps pour elle. Mais quand on fait des clips, il peut y avoir d'autres danseurs, comme d'ailleurs le dernier clip qu'on a tourné, First Amour, d'ailleurs, qui est sorti il y a pas longtemps. Je suis dans le clip, mais il y a d'autres danseurs aussi. Donc c'est pas. Enfin, il peut y avoir d'autres danseurs, oui. C'est le même cas aussi pour les artistes en chanson. On a notamment nous reçu Alpha Blondy en 2016. Et pour sa tournée française, il avait un groupe français qui jouait avec lui, qui s'appelait le Solar System. Et après, quand il joue à l'étranger, Oui, voilà. il prend les musiciens locaux. Non, Voilà. oui, il peut y avoir des danseurs différents, oui. On a eu vraiment beaucoup de réactions. On va en citer une dernière. C'est Lila de La Ciotat qui nous dit, je t'ai vu danser sur un concert avec Angelina, tu es trop forte. Comment devient-on aussi belle, souple et bonne danseuse comme toi? Bah, déjà, merci beaucoup pour tous ces Je sais pas, compliments. Lila de la Ciotat, en plus, tu vois, elle est chez toi. Ah pour le ben, je coup. connais pas, mais salut, enchantée.
Oula, il y a beaucoup de questions dans la même question. On n'a pas tout pris, parce qu'il y en avait plein sur le répondeur. Comment on devient comme ça ? Écoute, c'est beaucoup d'entraînement en tout cas. Pour ma part, depuis que j'ai 3 ans, je n'ai jamais rien lâché. Et puis l'important, c'est d'être passionné aussi, surtout, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et puis d'être avec les bons professeurs aussi, je pense que ça y fait. Et voilà. Et après, il faut toujours s'entraîner, toujours. Michel, comment les plannings des mairies, comment les mairies font le planning de tous les concerts de la ville ? Est-ce que c'est la mairie qui gère ou est-ce que c'est des organismes privés ? Non, alors j'ai la chance de travailler avec des agents de la commune qui font partie du service événementiel et nous programmons, alors c'est un long travail puisque nous attendons les propositions, on garde bien sûr des propositions d'une année sur l'autre et après il faut programmer en fonction de toute la masse d'événements que nous avons sur la commune l'été. Les esprits chagrins vous diront qu'il se passe jamais rien à Saint-Cyr. Moi, je trouve qu'il se passe énormément de choses. C'est le sport, la culture, l'événementiel, les commerçants qui veulent faire des petits concerts aussi, qui prennent en charge. Voilà, c'est vraiment... Et on ne travaille pas que l'été, on travaille toute l'année, de janvier à décembre. J'ai l'impression de toujours être dans l'action et jamais dans la réflexion parce que on est là et on est pris par le temps, le planning qu'il faut remplir, voilà. Donc c'est grâce au service événementiel de la commune. Il existe des concerts en salle, des concerts extérieurs. Est-ce que c'est les mêmes directives, les mêmes personnes qui gèrent ? Oui, bon, alors il y a le service culture qui fait un peu plus de culture à l'intérieur. Et le service événementiel, on a les concerts d'été, c'est vraiment à l'extérieur. On n'a pas de grande salle pour faire des grands concerts à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'été voilà. Mais après, on n'a pas d'artistes de renommée nationale qui viennent. On n'a pas d'abord le budget, parce que ça coûte très cher. Les budgets sont un peu serrés. Mais voilà, on fait notre possible et je pense qu'on a une belle programmation et on arrive à bien anticiper et bien travailler toute l'année avec le service événementiel. Ou après, on prend aussi des prestations toutes faites. Je pense à l'organisation des petites vacances de printemps, d'automne. Où là, c'est pas des gros festivals, c'est pas de grosses prestations, mais on anime la ville aussi toute l'année. Elisa avait une question, elle nous demandait est-ce que c'est la mairie qui paye les artistes l'été pour les concerts ? Combien de budget une ville consacre à ce secteur ? Oh là, je vais pas vous dévoiler On parle pas d'art. Alors en pourcentage du budget, par exemple. Je suis un petit peu jalouse pour 3 jours de spectacle du budget du festival de Néoul. Alors, on va avoir le festival, vous serez pas jaloux. On va avoir aussi Stéphane du festival Les Suds qui est au téléphone, on va le prendre dans quelques instants. Mais en plus c'est un budget global sur alors tout compris, je parle pas de la masse salariale mais en prestation pure, ça avoisine les 500 000 € l'année. Ah, vous avez beaucoup de chance. C'est pas le même budget pour poser la question. Mais voilà, mais après il y a tout. C'est le planning général de l'année sur la commune. Et quand je vous dis toutes les festivités, quand je vous dis qu'il y a Noël englobé, enfin voilà, il y a vraiment. Quand on regarde sur un an, il y a vraiment un travail budgétaire à faire et à faire des choix, voilà. Non, et puis j'interviens, mais 500 000 € pour une commune comme Saint-Cyr, j'imagine que vous êtes obligé de serrer. Ouais. On va au plus près. Voilà. Ça coûte très cher. Voilà. Allez, on va enchaîner tout de suite. La 3e partie, on va dériver dans les festivals. Faut qu'on en parle, 3e partie. Après être rentré dans les coulisses des concerts, faisons de même avec les festivals. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur les festivals en France ?
Oui, en 2019, on a recensé très précisément 3137 festivals sur notre territoire. Il est à noter que sur cette même année, c'est 7 500 000 personnes, on a dit tout à l'heure en deuxième partie 30 millions dans les concerts, 7 500 000 qui vont faire la fête dans les festivals en France, ce qui représente quand même 12% des Français, soit un Français sur 9. Un chiffre toujours en hausse depuis quelques années. Il faut savoir que 60% des festivals se déroulent sur la période du 1er juillet au 31 août. Comment se décompose le public et la thématique des festivals ? Alors 46% des festivals sont sur une thématique musicale ou solidaire. Beaucoup de festivals se déroulent sur des périodes de plusieurs jours, comme 3 jours par exemple. Il y a 13 festivals qui atteignent même plus de 150 000 visiteurs, avec un record pour le festival interceltique de Lorient avec 800 000 personnes carrément. Au total, c'est quand même 39 gros festivals qui réunissent 75% des spectateurs. Passons tout de suite à vos réactions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Stéphane de Clisson. Chez moi, à Clisson, on y trouve le plus grand festival de musique métal, le Hellfest. C'est vraiment génial de voir tout ce monde faire la fête, vivre, c'est ça la vie. Laura de Paris, j'adore les festivals, bonne ambiance à chaque fois, c'est génial. Et on a Tom de Strasbourg, pour moi qui ai 60 ans, les festivals, c'est que pour les drogués. C'était obligé que ça fasse rire, mais vous lui répondrez tout à l'heure. Donc on reçoit un autre Stéphane, on va avoir 2 Stéphane de festival ce soir. Donc Stéphane, vous êtes directeur du festival Les Suds à Arles. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre festival ? Déjà, il a un très beau prénom. Eh ouais, c'est Stéphane. On s'est dit comment on va faire avec 2 Stéphane. Bonsoir. Oui, merci de me recevoir. Écoutez, ravi, enchanté. Je suis effectivement directeur du Les Suds à Arles. Les Suds à Arles, comme son nom l'indique, ça se situe à Arles depuis 1996. Voilà, c'est un festival dont on organise là la 27e édition qui se déroulera du 11 au 17 juillet prochain. Voilà, que dire, c'est un festival un peu atypique dans le sens où dans le paysage des festivals de musique actuels au sens large, nous sommes sur 7 jours. J'entendais les statistiques que vous venez de dire là, donc voilà, on sort un peu on sort de ce format habituel de 3 jours et on est multisite, c'est-à-dire que le festival il est partout dans la ville. Il a même été inspiré par cette ville puisqu'on a la chance d'avoir à Arles un patrimoine assez extraordinaire et chacun de ces lieux du festival a inspiré finalement un moment. On a comme ça les moments précieux de la cour de l'Archevêché, on a les soirées du théâtre antique. On a les siestes musicales à l'espace Van Gogh, etc., etc. Et pour finir la présentation, c'est un festival qui est centré sur une musique du monde. Une musique du monde dans le sens le plus large qui soit, c'est-à-dire qu'on a à la fois des musiques savantes, des musiques qui s'écoutent assises, mais aussi des musiques très festives. On a des artistes qui nous viennent du monde entier, mais aussi de la région. Voilà, donc c'est vraiment une ouverture, une fenêtre ouverte sur le monde et sur la musique que fait le monde aujourd'hui. En plus de la musique, vous mettez en place des stages et des actions culturelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Les musiques du monde ont cette grande faculté à être transmise. Voilà, c'est un vecteur de transmission qui est extrêmement important. Donc, on a décidé dès le début, organiser des stages. Alors, des stages de danse, des stages de pratique instrumentale, des stages de chant. Des stages d'art de vivre aussi, du yoga, de la cuisine, pour que les festivaliers puissent vivre le festival de l'intérieur, autrement. Voilà, donc au final, c'est une 40aine de stages et de masterclass qu'on organise pendant le festival. Cette année, on a de la danse flamenca, avec des maîtres, avec Maria Soler qui nous vient d'Andalousie. Nous avons Jean-Louis Matigné à l'accordéon. On a un laboratoire klezmer avec Denis Cugnot. On a un stage de percussion orientale. On a un stage de guitare avec Kevin Sediki. Voilà, beaucoup de propositions comme ça qui réunissent chaque année environ 500 personnes qui vont être là tout au long de la semaine. Parfait, effectivement. Donc à Arles, vous proposez aussi un festival aussi en hiver, c'est ça ? Il y a des différences ? Oui, un festival, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas à finalement agir tout au long de l'année sur notre territoire. Un festival, c'est pas juste un festival de musique. Il n'y a pas que l'été pour faire la fête, quoi. Alors, il n'y a pas que l'été pour faire la fête. Il n'y a pas que. Un festival, il agit sur son territoire en fait et dans sa filière. Et donc nous, effectivement, on a développé tout au long de l'année des cycles d'action, des ateliers, de pratiques, etc. Et un autre festival, une déclinaison hivernale
des Suds, qui vont investir l'ensemble du pays d'Arles, de Tarascon à Saint-Rémy-de-Provence, en passant par Fontvieille et puis Arles, bien sûr. Ça demande quand même beaucoup de travail, ça d'organiser 2 festivals finalement dans l'année, puisqu'on a dit que 60% des festivals se déroulaient l'été. Bon, effectivement, il y en a 40% qui se déroulent les 10 autres mois de l'année. Ça fait du boulot. C'est du boulot, oui, on a une équipe qui est très efficace et très motivée pour le faire, effectivement. Et en parallèle de ces festivals, comme je le disais, on a aussi une action culturelle qui est extrêmement dense, puisqu'on a 1 millier d'heures d'intervention, si on cumule tout au long de l'année. Voilà. Donc, et ce sont des ateliers pareils de danse, des ateliers de chant, des ateliers de radio aussi, on fait de la radio. Voilà, donc ça nous occupe pas mal, oui. Vous êtes combien du coup dans l'équipe du festival? Parce qu'après on fera comme ça, on va. Oui. On est 5 permanents. On est 5 salariés permanents. Okay. À partir de février, on intègre 6 stagiaires, service civique, apprentis, voilà, des assistants et assistantes. C'est très féminin, donc c'est plus des assistantes d'ailleurs. Et puis on a également 3 régisseurs qui interviennent de manière intermittente tout au long de l'année, mais selon la période, enfin plus ou moins densément selon la période. Voilà, et la semaine du festival d'été, pour le coup, il y a une 50aine de salariés intermittents du spectacle, des techniciens, et on est un peu plus de 150 bénévoles. Est-ce qu'à Néoul, c'est pareil, vous êtes quelques salariés ou pas du bénévolat, comme on a dit tout à l'heure, aucun service civique, rien? Pas du tout. On y pense pour l'année prochaine parce qu'il y a des points sur lesquels on pêche un peu, notamment la communication, les réseaux sociaux. On en parlait à l'apéro tout à l'heure. On a vu notre âge. Non, le festival de Néoul, son ADN, c'est que depuis 32 ans maintenant, il est 100% bénévole. Donc 0 salarié. On est 6 permanents, mais 6 permanents bénévoles avec chacun un travail à côté. Donc non, mais après voilà, c'est pas du tout comparable. Alors ce soir, on a 2 permanents. On a Stéphane Poirier, donc, qui est responsable de la com du festival et de la régie artistique de Néoul. Et David, donc tu viens de prendre la parole, David Anne, toi tu es le programmateur. Quels sont déjà vos rôles et comment, grâce à vous, le festival de Néoul peut-il avoir lieu? Alors c'est beaucoup de travail sur l'année, travail entre guillemets bénévole. Moi, ça doit presque une dizaine d'années que je suis rentré sur la programmation. Parce qu'on a entendu tout à l'heure que Stéphane, donc d'Arles, nous a dit que son festival datait de 1996 et vous êtes le plus vieux festival du Var, je crois. De quand il date? Peut-être au-delà du Var. Nous, on est depuis 90. Ouais. Voilà. Après, ça a évolué. Au départ, c'est une création de la mairie qui très vite est débordée, n'a pas envie de s'investir. D'accord. Et puis, c'est une notre association qui a repris le relais derrière. C'était un festival folklorique à l'origine. À l'origine, qui a migré vers les musiques du monde. Et après, une association a pris en main le festival pour soulager la mairie. Et voilà, ça a décliné vers les musiques actuelles maintenant. Et puis avant, il n'y avait qu'une scène. Maintenant, il y a 2 scènes. Il y a plein de choses dont on parlera plus tard. On a Lucille qui nous dit comment crée-t-on un festival, une association pour festival? Alors, c'est pas évident. On a des exemples autour de nous de gens qui veulent créer. C'est une grosse machine, c'est beaucoup de risques, c'est un gros investissement financier. Oui, parce que tous les artistes, il faut bien payer un petit peu les cachets, ce qui est logique. Exactement, et puis il faut montrer un peu de patte blanche. C'est-à-dire que moi qui suis sur la programmation artistique, j'y suis depuis 10 ans, j'ai un réseau de confiance aujourd'hui, donc je travaille un petit peu avec les grosses boîtes de booking en France et puis aussi à l'international. Ils savent où ils viennent, ils savent que c'est fiable, donc pour des jeunes qui voudraient se lancer, d'autant plus dans le contexte actuel, c'est très très compliqué. Soit on a vraiment une carte de visite et on est connu dans le milieu et on peut s'aventurer sur un gros festival, soit il faut commencer petit. Si on est jeune, si on a 20 ans, 25 ans, on veut créer un festival, il faut commencer petit pour se faire connaître auprès du public, auprès des institutions et puis auprès des artistes aussi. Ouais. Stéphane, vous avez quelque chose à rajouter? Alors Stéphane, au téléphone. Oui, non, je dirais que pour créer un festival, il faut déjà avoir une bonne idée. Voilà, une idée suffisamment forte qui définira l'identité du festival. L'identité, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas que des festivals de musique, je l'ai dit. Non, vraiment, et ça peut être aussi un festival pluridisciplinaire. Après, c'est l'idée qui va permettre derrière de construire une identité et un rapport au public. Et souvent, cette identité, selon moi en tout cas, elle est effectivement très liée aussi elle doit être très liée à son territoire, au territoire. Oui, voilà, dans tout le paysage,
vous disiez 3000 festivals. 3137 précisément. Voilà, mais Ouais. le décompte des festivals est extrêmement compliqué à avoir. Au ministère de la Culture, il s'arrache les cheveux. Des fois, on entend 6000. Oui, là, parce il y que a un ça, c'est article. les festivals officiels recensés en 2019. Ouais, Voilà, mais il y avait peut-être un petit voilà. festival du coin, d'un village, voilà, qui est peut-être pas. Donc, dans ce paysage, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Qu'est-ce qu'on apporte finalement? Quelle est la légitimité et la pertinence de créer un nouvel événement? Et il y a plein d'idées à trouver encore. Hein. L'ancrage local, c'est super important. J'imagine, de mon point de vue, l'ancrage local est important parce qu'un festival, il va aussi travailler par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'on s'adresse d'abord à ceux qui sont autour de nous, on essaie d'abord de trouver du sens par rapport à comment est-ce qu'on agit pour les gens qui sont proches, etc. Et puis petit à petit, on élargit les cercles, et puis voilà, on finit par rayonner au-delà, mais toujours, selon moi, avec cette conscience que on s'appuie, on puise sa légitimité et son aspiration du territoire où le festival est né, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. C'est-à-dire que il faut d'abord, s'implanter sur le territoire, créer l'identité. Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille depuis toujours. Voilà, pour drainer des gens qui nous reconnaissent en tant que tels. Nous, on est éco-festival. Enfin, on a construit une identité au fil du temps. D'ailleurs, je crois que les Suds aussi, on fait partie du COFIS comme les Suds. C'est un point commun qu'on a avec. On avec est au COFIS également. Et bien justement, est-ce qu'il y a une concurrence entre tous les festivals où vous n'avez pas le même public, pas le même secteur, et vous faites attention aux dates des uns ou des autres, ou pas du tout? Oui. Enfin, nous, à Néoul, on est super attentifs à ça. Mm-hmm. On essaie de se concerter avec les départements avec les festivals limitrophes déjà de la région. Logique, oui. Ouais, mais après, c'est pas toujours facile parce que certains, on n'est pas sur la même logique. Nous, on est bénévoles. Certains sont professionnels et gagnent leur vie avec ça. Je parle pas de gens qui sont salariés, mais de gens qui ont des organisations qui sont là pour privées, faire vraiment du bénéfice derrière. Qui, à un moment donné, ne joueront pas nécessairement le jeu. Et puis, donc, voilà. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, on essaie de jouer le jeu avec l'ensemble des organisations d'événementiel du département et de la région pour essayer de s'entendre et pas se marcher sur les pieds. D'ailleurs, nous, il nous est arrivé une chose cette année. On parlait du Covid tout à l'heure. Et quand on est un petit peu sorti de la crise, on savait pas si on pouvait faire le festival en 2021 et on s'est un petit peu regroupé avec tous les festivals de musique actuelle du Var, donc notamment Couleurs Urbaines, le Mal des Escaravatiers, on avait aussi les Nuits Blanches du Toronnet, Ramatuel monte le son aussi. On s'est tous vus autour d'une table, on a tous discuté et ça nous a rapprochés parce que chacun travaillait un petit peu de son côté avant. Et on a pu faire un courrier et une demande commune au préfet justement pour pouvoir faire nos festivals en 2021. Alors je dis pas que ça a été décisif, mais en tout cas ça a peut-être rajouté quelque chose. Oui, je pense, oui. Comment ça s'est passé du côté d'Arles, oui, Stéphane? En tout cas, oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que cette crise du Covid et ces différents confinements et cette stigmatisation des activités culturelles pendant 2 ans ont fait éclater ce besoin de communication, de solidarité, de mutualisation, de l'information entre les organisateurs. Ça, c'est évident, on l'a constaté partout en France, et c'est très important. C'est très important. Vraiment une solidarité. C'est cette prise de conscience que oui, ensemble, on est plus fort que tout seul, et donc les initiatives collectives, les réseaux, les syndicats, ont pu jouer ce rôle extrêmement important. Le fait que tout soit à l'arrêt, vraiment, ça a soudé tout le monde. Et puis on avait besoin d'informations, très tôt parce qu'on était obligé d'être en réaction et d'essayer d'anticiper justement le prochain coup pour pouvoir être prêt si jamais ça devait redémarrer. Voilà, on ne boucle pas des artistes comme ça en une semaine, quoi. On dit pas à l'autre, il est là la semaine prochaine. Il y avait tellement de contraintes. Et voilà, est-ce que dans 15 jours on pourra, on était au jour le jour. Donc, est-ce que dans 15 jours on aura le droit d'accueillir du public debout? Est-ce que 5000 personnes et puis personne. Voilà. Donc, toutes ces questions-là nous ont obligés à beaucoup plus communiquer, à beaucoup plus échanger entre nous, et ça a fait naître ce besoin de solidarité là, c'était très fort, et ça a permis l'exemple qui vient d'être cité, il y en a beaucoup partout en France, de regroupements, de pressions qui ont été faites dans un sens constructif, mais pour justement faire valoir notre sens des responsabilités. Tout ça permet d'embrayer sur la relance, clairement.
on peut dire que ça se relance, Stéphane. On espère, voilà. Après, Ouais. la relance, c'est pas encore. C'est ce qu'on disait en première partie, que c'était pas si simple que ça, que les gens, que Stéphane n'était pas encore avec nous à ce moment-là, mais oui, que les gens achetaient les places au dernier moment. Enfin voilà, c'est pas encore le même délire qu'avant. C'est pas le même délire qu'avant. Il a aussi été dit quelque chose de très important sur la concurrence entre les festivals. Elle existe de fait, évidemment. Après, il faut qu'elle soit intelligente, il faut qu'on se parle, il faut qu'on continue de se parler. On est responsable, là aussi, on a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Donc, il faut qu'on aide les bookers et les agents à faire les tournées les moins énergivores possibles, évidemment. Maintenant, oui, voilà, les tournées les plus cohérentes pour éviter les allers-retours dans tous les sens en avion, ça c'est plus possible, on en a bien conscience. Il faut éviter aussi les one-shots, un artiste qui traverse l'Europe, 20 000 bornes en avion pour une date. C'est clair. Ça marche plus non plus. Maintenant, on a aussi besoin les uns les autres de certaines exclusivités pour exister dans les médias, pour exister auprès des publics, pour se distinguer les uns des autres. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, il faut le faire en intelligence. Et effectivement, dans ce contexte-là, il y a l'apparition de nouveaux festivals, de nouveaux opérateurs en tout cas, qui sont pas nécessairement dans cette approche collective. Donc ça, c'est quelque chose que la crise a aussi amplifié, ou en tout cas rendu plus aigu comme problème. Voilà. Est-ce que toi, Cindy, tu regardes les événements autour de toi avant de faire un gala ? Ça joue, ça. Nous, en fait, notre gala de fin d'année, on a la date bien à l'avance et chacun a sa date, c'est par rapport à la mairie. Donc, on regarde pas forcément. Par exemple, même si tu fais venir un artiste comme tu as fait venir Angelina, par exemple, ça attire du monde, donc forcément, il faut pas qu'il y ait d'autres événements en même temps. Par exemple, il y avait le concert de Soprano, nous, la semaine dernière. Oui, mais on n'avait pas le choix. Enfin, le spectacle, c'était le 17 et 18 juin. La date était imposée. Oui, en termes d'organisation, c'est pas comme les festivals où vous pouvez éventuellement. Ouais. Après, les festivals, c'est pareil. Vous êtes bloqué sur des week-ends en général. Et les week-ends, c'est pas extensible pendant l'été. Et puis, si vous décalez, vous tombez sur le week-end d'après où il y a un festival à côté, machin. Et comment vous gérez ça ? On bouge pas. Non. C'est celui qui fait le plus de forcing. Stéphane, à Arles aussi, c'est pareil. Ah oui, bien sûr. Et au niveau européen, nous, cette année, nous, on a la chance de démarrer le lundi. Ce qui fait que souvent, on arrive à avoir des artistes les lundis, mardis, mercredis, parce que ce sont les jours qui n'intéressent pas les autres festivals. Et du coup, après, ils vont ailleurs, ces artistes-là, non ? Après, ils vont ailleurs, évidemment, le week-end. Et nous, ça nous arrange d'avoir des artistes un peu emblématiques, un peu forts, en début de semaine. Ça lance la machine, tout le monde est content. Mais effectivement, on se retrouve en concurrence avec des festivals. Nous, cette année, l'an dernier, on était tranquille, on était parmi les seuls à exister. Mais cette année, on a redécouvert ce que c'était que de devoir batailler pour obtenir des artistes qui ont des options parfois posées depuis 1 ou 2 ans, parce que le Covid a eu aussi, continue d'avoir ces conséquences-là, mais voilà, qui ont des engagements ailleurs et auxquels on est obligé de renoncer, ou qu'on arrive à obtenir de haute lutte, parce qu'il faut c'est de la négociation, quoi. Donc voilà, c'est pas gagné, mais on est tous, je pense, confrontés à cette problématique sur les week-ends, sur certaines dates qui sont très prisées, notamment au mois de juillet. Voilà. On a une réaction de Alice qui nous dit donc vaut mieux prendre ses places de festival la semaine plutôt que le week-end. Non, toute la semaine et tout le week-end. Faut les prendre, en fait. Le plus tôt possible. Ouais, tout le temps, toutes les dates. On avait aussi. Mais voilà, le plus tôt possible, oui, par rapport à cette problématique du changement d'attitude des gens. Alors, on le sait, pour les cinémas, c'est extrêmement compliqué et ça va continuer de l'être. Nous, pour les festivals, on manque de repères. On n'a pas assez de visibilité, en fait. On n'a pas assez de visibilité. Puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rythme de réservation, il est différent de celui qu'on a connu jusqu'en 2019. Alors, ça s'explique par un retour peut-être difficile au spectacle vivant, des choix différents qui ont été faits et qui ont changé les habitudes des spectateurs. Ça s'explique aussi par le fait que les gens ont pris d'autres habitudes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que Cindy disait tout à l'heure, le Covid a freiné les gens. Ils ont pris d'autres habitudes, on parlait de Netflix ou autre, l'Amazon, tout ce pour le cinéma. Même pour sortir, tout simplement pour sortir. Les gens sortent moins. Et donc, ça et le pouvoir d'achat. On doit expliquer aux gens que ça y est, c'est le retour à la normale, du plaboum. Mais en même temps, il faut le dire à d'autres, oui, mais alors si vous êtes encore inquiet, on va prendre soin de vous, on aura du gel hydroalcoolique, machin, c'est ça. Il y a des problèmes de sécurité aussi qui se posent. Il y a une succession de messages à faire passer avant de pouvoir
attaquer le cœur de la programmation ou le cœur de notre propos et c'est compliqué quoi. C'est compliqué donc voilà. Quand on est sur un festival avec une esthétique assez pointue comme Néoul ou comme nous, je pense qu'on a un rapport encore qui est un peu différent au public. Mais des festivals qui sont peut-être plus mainstream, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de mal à renouer avec le public, et d'autant plus s'ils n'ont pas existé en 2020 et 2021. On va y venir à vos programmations. On parlait tout à l'heure de peur à l'instant. On avait une réaction de Tom tout à l'heure qui nous disait, pour moi qui ai 60 ans, les festivals c'est que pour les drogués. C'est cliché ça. Est-ce que c'est cliché, vérité? Oh, no comment. C'était avant en fait, c'est ça. Peace. On n'est plus en 68. Non, après, j'entends cette position parce que nous à Néoul, on a mis très longtemps à se dégager de cette position parce à l'origine c'est un festival reggae qu'on a vraiment varié aujourd'hui et puis on fait un peu tous les styles de musique actuelle. Mais le fait d'avoir été un festival reggae pendant des années, on avait fait une télé il y avait une image 3 ans, collait, c'est ça, alors que c'est quelque chose qui est réglé. Bien sûr que dans les festivals, il y a des festivaliers qui fument, chacun fait ce qu'il veut. Et puis on a toujours du reggae, David, quand même. Et puis on a toujours un peu de reggae. On va venir à la programmation de vos 2 festivals respectifs. Non, voilà. Mais après, c'est très très difficile de se dégager de cette image. Nous, on a mis des années années à faire entendre aux gens que non, on est des gens sérieux. C'est pas. Et après, la drogue existe. Il y en a partout. Il y en a. Donc certainement aussi dans les festivals. On va pas le nier. Quand il y a des spectateurs du reggae, ils fument certainement des pétards, on va pas le nier. Mais ce sont des organisations sérieuses. Donc il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de débordement. La grande majorité du public sont des gens qui sont raisonnables et qui... C'est pas... les punks à chiens, il y en a un peu. Il en faut d'ailleurs, c'est rigolo. Mais c'est pas l'essentiel de notre programme, de notre public, pardon. Donc non, mais après... J'ai même pas envie de rebondir sur ce genre de réaction. Après, moi, je me souviens. On l'a mise parce qu'elle nous a fait rire. Oui, voilà. C'est la fois qu'on la mette. La petite parenthèse, Luc, c'est que moi, je me souviens. Je vais revenir en arrière. Je vais vous faire pleurer les vieux, mais en 82, Police passait aux arènes de Fréjus et j'avais dit à mon papa, je voudrais aller voir Police, et il m'a dit, non, t'as 12 ans, tu vas pas aller dans un lieu où il y a que des drogués. Donc, quand même, ça datait. Oui. Ouais. D'ailleurs, il a dit qu'il avait 60 ans, cet auditeur. Voilà. On a une réaction de Pierre qui nous dit cette année, quasi fini le Covid, mais les piqûres sauvages viennent vous déranger. Comment vous faites pour rassurer les gens pour que les festivaliers viennent à vous? On s'habille en abeille. Stéphane, ouais. Non, mais ça fait partie. J'ai pas voulu citer ça dans les exemples tout à l'heure, dans l'énumération des angoisses, des différents messages qu'on devait surmonter pour toucher les gens. Mais évidemment que j'avais ça aussi en tête. C'est que là, il y a une pollution il y a un risque. En tout cas, il y a ce nouveau risque qui est apparu. On ne sait pas trop, personne ne sait exactement de quoi il retourne. On n'a pas entendu de mort, heureusement. Hein. Mais non seulement on n'a pas entendu de mort, mais à chaque fois, et vraiment, pour le coup, c'est très encadré, c'est très suivi. À chaque fois qu'il y a eu suspicion ou de fait piqûre constatée, prise de sang sur les 2 derniers mois, là, il y a prise de sang quasiment systématique et on ne trouve rien. Donc voilà, il y a un étourdissement sur le coup, une sensation de faiblesse, mais et même les scientifiques se posent la question de savoir comment est-ce une piqûre intramusculaire, qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Voilà, donc, ça fait peur quand même. Hein. Mais ça fait peur, mais évidemment, en tout cas, ça vient troubler encore une fois le message qu'on veut faire passer et ça nous oblige, nous, à une vigilance renforcée pour éviter... Ce qui est le cas partout. Hein, on va l'être, mais j'ai envie de dire, parce que vous nous posez ce soir la question ici, il y a 2 jours, on était sur BFM, c'était un des thèmes aussi des questions de BFM, c'est les gens se posent ces questions-là. Ouais. Alors nous, ce qu'on a constaté dans le Var et notamment à Toulon, parce qu'il y a eu ce truc. Et c'était pas notre conducteur. Pour le relire après, on voulait pas en parler, mais les auditeurs insistent. Et en fait, ça s'est produit nous ici autour. Ça s'est produit sur des événements très très médiatique, parce que là c'était la meilleure voix TF1 Morillon à Toulon. Oui, il y a eu un énorme événement à Toulon. Il y avait 50 000 personnes, donc avec la chanson de l'année inexistante. Et puis concert gratuit où effectivement plein de jeunes sont venus. Je pense qu'il y a un phénomène là sur les réseaux sociaux, ça.
Nous, à Néoul, on n'est vraiment pas inquiets sur cette question-là. Je pense que pour faire court, de toute façon, vous allez tous mettre le paquet là-dessus. Oui, même on les va parler mairies, de de toute façon, vous allez mettre des gens en place pour... Moi, je crois qu'il faut éviter d'affoler les festivaliers. Et il faut travailler. Alors après, on vous dit pas, moi je vais pas vous dévoiler ce soir, mais... Ah bah non. Mon dispositif de sécurité sur tous nos concerts et sur notre festival, là, sur notre première... du festival on va plutôt parler de la programmation. Mais je pense que voilà, il faut pas affoler les gens, il faut mettre à l'intérieur, enfin sur site, de la sécurité, des PC sécurité, et puis gérer au cas par cas, et voilà. Mais surtout pas d'affolement, c'est pas nécessaire. Ouais, à la limite, je suis plus inquiet pour d'autres phénomènes qui sont le harcèlement. Enfin voilà, l'histoire des piqûres. Enfin, nous, je pense qu'on va dériver sur la programmation. Hein. Ça va être quand même beaucoup plus sympa. Vous avez beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, on parle depuis tout à l'heure du festival de Néoul, mais vous n'êtes pas présenté. Oui, est-ce que vous pouvez le faire? Bonjour Stéphane, enchanté. Votre programmation, on va faire pareil avec Arles. Voilà. Allez. Il y a les spécificités. Alors du coup, effectivement, est-ce que vous pouvez présenter ce festival et pourquoi déjà à Néoul depuis des années? Et on a entendu dire aussi que c'était un festival autour du développement durable. Voilà, donc vous allez tout nous dire. Oui. Voilà, effectivement, oui. Donc on a un festival qui a 30 ans, on en parlait tout à l'heure, 31. C'est notre 31e édition. Et oui, effectivement, depuis quelques années, 6-7 ans maintenant, on 2015. A vraiment 2015, on a vraiment axé notre éco-responsabilité. C'est devenu vraiment notre leitmotiv. Et oui, chaque année, on essaye d'accentuer notre respect de la planète et nos gestes éco-citoyens, que ce soit au niveau des bénévoles, que ce soit au niveau de l'orga, que ce soit au niveau des artistes et également au niveau des festivaliers. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, on a adhéré au COFIS cette année, qui est un regroupement de festivals avec une charte... éthique, quelque chose comme ça. Voilà, on a un cahier des charges à respecter et on essaie de mutualiser plusieurs festivals justement pour s'entraider au niveau de la responsabilité et du développement durable. Oui, puis éviter les doubles consommations. C'est-à-dire que si on peut partager du matériel, si on peut partager, éviter. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment un engagement. C'est-à-dire que nous, depuis 7 ans, alors c'est pas évident parce que pour une petite association comme la nôtre, bénévole, très peu subventionnée, ça coûte cher. Mais on a déjà quand même... des marches importantes. Ouais, c'est ça. On est passé au LED, mais à chaque fois, c'est un investissement parce que faire tout un éclairage en LED sur un festival qui accueille 3000 personnes, c'est un investissement. Faire des toilettes sèches, c'est un investissement. Ça coûte plus cher que des toilettes chimiques, par exemple. On travaille aussi en circuit court avec les maraîchers locaux, donc c'est un petit peu plus cher aussi de travailler avec des artisans plutôt qu'avec de la grande distribution. Oui, avec des centrales. Oui, mais voilà, il y a un esprit. Voilà, c'est quelque chose. Si on vient en votre festival, c'est pour ça. Et on y vient aussi pour écouter quoi? Qui va y avoir? Quelle est la prog? Alors, David. Belle affiche quand même. Oui. Alors les dates. On peut redonner les dates. 21, 22 et 23 juillet 2022. Donc on attaquera avec Steel Pulse. Bon, voilà, c'est quand même un esprit reggae reste présent à Néoul. Donc, on aura Steel Pulse, qui est un vieux groupe de Birmingham avec plus de 40 ans de carrière. Rare, c'est assez rare pour le noter avec le chanteur qui est toujours le même. Donc, qui d'ailleurs a fêté ses 66 ans, je crois, là, le 15 juin. David Link. Donc voilà, un groupe emblématique de la scène reggae internationale. Steel Pulse qui a fait la première partie de Bob Marley en 79 lors de sa tournée en Angleterre. À noter quand même. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui. Une belle tête d'affiche quand même. Et comme je disais, il reste plus beaucoup de légendes du reggae. On a perdu toutes Sons of Metal il y a pas longtemps, et d'autres. Donc il reste très peu de monde au niveau international de cette qualité et de cette ancienneté, j'ai envie de dire. On aura le samedi Amadou et Mariam, donc qui est un groupe très connu en musique africaine et que j'ai attrapé au vol parce qu'ils refont une tournée qu'ils ont appelée Essential. Donc il n'y a pas de sortie d'album, il n'y a pas d'événement particulier, mais ils ont recréé une tournée internationale. Donc ça me paraissait intéressant de les accueillir à Néoul. On a toujours eu un peu de world music. On aura du rock français, de la scène française avec les Têtes Raides. Ah oui.
Oui, très connu aussi. Très connu aussi. Alors, moins connu à l'international, parce que voilà. Mais les Têtes Raides, pour moi, c'est un groupe emblématique. Ça fait presque 30 ans que je les suis. Je crois qu'ils approchent des 35 ans de carrière. On varie un petit peu les plaisirs, parce que depuis 3-4 ans maintenant, j'essaie d'amener ce qui n'était pas du tout dans l'ADN de Néoul, du rap. Et donc là, j'ai réussi à attraper un artiste indépendant qui tourne depuis très longtemps, donc en l'occurrence Demi-Portion, qui nous fera le plaisir et l'honneur de venir à Néoul. Donc voilà, ça c'est le rap, c'est un truc que j'essaie, mais c'est pas évident parce que notre public est pas habitué. Donc tout doucement, j'essaie d'impulser un petit peu cette esthétique sur le festival. MB14 a quand même bien mis le feu l'année dernière. C'était. Et MB14 avait bien initié. Ouais. Puis j'avais eu Pumpkin, Vince Lacoero l'année d'avant. Enfin bon, on essaie d'amener cette esthétique. Depuis 4-5 ans, j'essaie vraiment de faire de balayer un peu l'ensemble des musiques actuelles. On accueillera également Maccabi, qui est un artiste anglais, donc plus raga, mais pareil, longue carrière. On accueillera Zoufris Maracas, voilà, c'est la scène française festive avec des influences world. Alors Zoufris Maracas qu'on a fait en 3 ou 4 fois, je crois. On l'a fait en salle, on l'avait fait en 2016 au festival. Donc ça, c'est un des fidèles de l'association. On aura Pierre-Paul Jacques, donc là on est sur du reggae français. Alors là aussi une longue carrière. Un peu sulfureuse. On a eu des articles un peu pas tout à fait dithyrambiques à son propos. On a un partenaire qui nous a dit bon, je fais un article sur vous, mais je vais cartonner Pierre-Paul Jacques. J'ai dit bah non. Il m'a dit si, c'est mon droit journalistique. J'ai dit bon, vas-y, tu es libre. Enfin, moi personnellement, Pierre-Paul Jacques, je pense que c'est un des artistes reggae. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs artistes reggae français. Avec sa carrière, même si effectivement il y a toutes ces polémiques autour de lui, il y a un peu ces morceaux que tout le monde connaît. Bon, mais sur le fond, je pense que c'est vraiment un très très bon artiste reggae en France, un des meilleurs. On accueillera Vodou Game. Vodou Game, donc là c'est un artiste africain, alors qui vit en France, mais là on est vraiment sur de la musique africaine, funk, afrobeat. Mais qui là va faire une tournée un petit peu plus rock'n'roll. Il a supprimé la section cuivre, donc pour vraiment plus d'influence rock. Alors ça reste de l'influence africaine, mais beaucoup moins afrobeat du fait de la suppression de cette section cuivre. C'est un peu ce qui m'a séduit cette année. On accueillera Iseo et Dodo Soon, qui sont des artistes espagnols, donc dans le reggae. On accueillera Elisa do Brasil, donc qui est une artiste. Alors là, on bascule du côté de l'électro. Donc c'est une artiste qui commence à avoir un peu de bouteille dans l'électro. Donc d'origine brésilienne, qui est productrice, mais qui vit sur Paris et qui pour la première fois sera sur la scène en feat avec l'Atypique. L'Atypique, c'est une scratcheuse française, championne de France de scratch. Et pour la première fois en exclusivité à Néoul, elles seront toutes les deux ensemble sur la scène. Ça s'est jamais fait, donc elles travaillent actuellement ensemble pour préparer ce show. Mais on sera peut-être une des seuls orgas à avoir ces deux artistes ensemble sur scène. On aura Camille Esteban, donc qui est une jeune artiste qui me semble est passée. Alors je suis pas un spécialiste, mais The Voice, ouais. The Voice. Et qui est vraiment en développement, qui est chez un tourneur qui veut vraiment la produire et la développer. Moi, j'ai pas pu la voir en live parce que j'aime bien avant de programmer des artistes à les voir en live, mais j'ai la chance d'avoir un fils qui vit à Paris. Elle est passée sur une salle parisienne, je l'ai envoyé, il m'a appelé en me disant papa, c'est une showwoman, c'est excellent. Enfin bon, donc pour moi, ce serait une découverte que je l'ai jamais vue en live, mais voilà. Donc Camille Esteban au Festival de Néoul. On aura The Prophecy, qui est un groupe en découverte, qui est un groupe de l'île Maurice. Donc, c'est du reggae, alors, qu'ils appellent même Seggae. Donc, c'est un mélange de saga, musique mauricienne et de reggae. Donc, c'est très original. Et je pense que c'est aussi un groupe qui risque de faire parler de lui dans les années qui viennent. On aura, alors, plus en world music, Pat Cala et le Super Mojo. Donc, Pat Cala, qu'on a eu la chance déjà de recevoir en concert de saison cet automne en salle. Et voilà, qui m'a enchanté et que du coup... Tout ça sur 3 jours, donc ça fait beaucoup, sur 3 jours. Ouais. Ah oui, non, c'est intense. On aura Ashkabad, alors on est plus sur alors, voilà, Ashkabad, c'est plus de l'électro, reggae électro.
On aura deux princesses. C'est une artiste américaine qui jusqu'à présent était plutôt sur des feats, etc. Puis qui est en train d'écrire un album avec un band, The Hot Stepas. Et donc, il va sortir un album qui va faire une tournée en band. Il ne sera pas en DJ set. Et puis, en local, on aura Geyo, donc Geyo Sun, que je salue s'il écoute. Donc, il y a un jeune artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, je l'ai découvert parce que c'est un festivalier de Néoul depuis des années. Et qu'un jour, il est venu me taper sur l'épaule en me disant « Écoute ce que je fais ». Et j'ai apprécié. Donc, il ouvrira les 3 soirs. Les 3 soirs du festival, il sera en ouverture. Et puis enfin, on aura en déambulation chaque soir, en ouverture du festival, la Batucada Bayamala. Vaste programme, donc tout ça, on rappelle les dates quand même sur Néoul. 21, 22 et 23 juillet, donc 17 groupes, en sachant qu'à Néoul, on est sur 2 scènes face à face, donc il n'y a pas d'interruption de musique. C'est pour ça qu'on a autant de groupes. C'est non-stop. Du côté d'Arles, Stéphane, du coup, qui on peut voir, quelles sont les têtes d'affiche sur le festival qui dure sur 7 jours, du coup 7 jours, tout à fait. Ouais. 7 jours. Qui on peut voir, les têtes d'affiche, on va les voir au Théâtre Antique. Au Théâtre Antique avec Bernard Lavillier, avec la Perla qui jouera devant Bernard Lavillier. Je vais vous faire les plateaux comme ça. Oui. Ça donnera une idée plus précise de ce que les spectateurs pourront découvrir. On aura Eliade Sochoa. Eliade Sochoa, c'est l'un des leaders du Buena Vista Social Club. Voilà, donc il revient là pour une tournée pour célébrer le 25e anniversaire du disque du Buena Vista. En première partie, nous aurons ADG7. Ça, c'est un inédit en France. Ça nous vient de Corée. Puis il y a des garçons aussi sur scène, mais c'est très féminin là, comme formation. Et voilà, c'est une formation, alors que c'est pas de la K-pop. On est sur de la musique tradi moderne, si on devait reprendre une expression qui a été appliquée à d'autres esthétiques. Mais elles ont quand même les codes de la K-pop. C'est assez drôle, c'est vraiment extrêmement rafraîchissant. On aura ensuite, pour le 14 juillet, André Manoukian qui vient pour une création autour de l'Arménie, autour du patrimoine de ses origines. Voilà, avec son quatuor et un quatuor vocal. Voilà, pour interpréter des chants d'Arménie. Nous aurons le vendredi 15 juillet, toujours au Théâtre Antique, Oumou Sangaré, qui vient de sortir un album. Alors Oumou Sangaré, c'est une artiste qu'on a accueillie en 2003, donc c'était il y a un petit moment déjà. On aurait dû l'avoir en 2020 pour un album acoustique qui était de toute beauté, qui était sorti chez No Format, sauf qu'elle s'est retrouvée confinée à New York. Elle était confinée avec Pascal Danaé, un excellent guitariste de blues guadeloupéen, qui est de Delgrès, pour ceux qui connaissent. Et avec son joueur de ngoni, cet instrument qui ressemble à une kora, une petite kora. Et elle a décidé de créer un nouvel album. Voilà, donc un nouvel album qu'on aurait dû accueillir en 2021, sauf qu'en 2021, sa tournée a été annulée parce que beaucoup d'autres festivals avaient été annulés. Voilà. Et donc en 2022, enfin, on va la voir après 3 ans. Pas avec l'album, pas avec le projet qu'on avait prévu d'accueillir en 2020, mais avec un nouveau projet là qu'on entend un peu de partout, qui est de toute beauté. Et en première partie de Oumou, on aura Emel Matlouti. Emel Matlouti, c'est une chanteuse qu'on avait accueillie en 2010. En suivant les recommandations d'un grand homme de radio qui nous a quittés depuis malheureusement, qui était Rémi Kolpakopoul, l'un des fondateurs de Radio Nova, qui avait attiré notre attention sur ML. Et voilà, elle avait fait l'ouverture d'un théâtre antique. Ça avait vraiment marqué le public par la puissance de sa voix. C'est un équilibre. Enfin, sa voix est puissante et délicate en même temps. C'est très étonnant. Dans un lieu comme un théâtre antique, ça. Voilà, non, mais ça colle. Ça colle, les poils se dressent. Un an plus tard, elle est devenue l'une des égéries du printemps de Jasmin, donc le printemps arabe tunisien. Depuis, elle a fait une carrière internationale et pendant le confinement, elle s'est repenchée sur son répertoire d'origine, je dirais, qu'elle a réarrangé, là aussi, avec un quatuor à cordes. Et elle l'interprétera au Théâtre Antique et elle invitera des chanteuses de la jeune scène française avec Léonie Pernet, avec Laura Cahen, avec Awali. Voilà, donc là aussi, c'est une création. Ce sera le vendredi 15. Et donc, une soirée exclusivement féminine, pour le coup. On a Oumou et Emel et ses invités au féminin. Et le dernier soir du festival, plutôt, on fera une soirée qui nous permettra de célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
Et ce sera au Parc des Ateliers. Le Parc des Ateliers SNCF qui a été réaménagé, transformé, bouleversé par la Fondation Louma. Et qui a été inauguré il y a un an maintenant, donc il est en pleine activité. Il faut venir pour le visiter, c'est étonnant, c'est de toute beauté. Et on y installe, nous, une scène pour le dernier soir, le samedi 16 juillet, soirée durant laquelle on commencera par l'EMA, qui est un groupe du sud de l'Algérie, du Sahara, qui fait de la musique gnawa. Et là aussi, ce sont 7 femmes. C'est important parce que, en fait, ce groupe est né autour de la figure de Asma El Becharia, qui est la première femme à avoir osé se saisir d'un gambri, l'instrument du maître du ma'alem des cérémonies Gnawa, en disant moi je suis une femme et je veux apprendre à jouer cet instrument et je revendique le droit de le faire. Et voilà, et elle a marqué quelque chose et depuis, les femmes peuvent en jouer. Et ça, ce sera en ouverture de soirée. On aura ensuite Sofiane Saïdi, le chanteur actuellement du rail en France, du rail et même au-delà, puisque c'est beaucoup lui qui est sur les hommages à Rachid Taha. Et d'ailleurs, il rejoindra Acide Arabe qui clôturera la soirée. Il les rejoindra sur scène pour un featuring. Donc voilà, en gros, les grandes soirées, comment elles vont se dérouler. Et ensuite, on a nos moments précieux avec beaucoup de découvertes, beaucoup d'inédits, avec du flamenco. Maria Terremoto, issue d'une grande lignée de cantaores flamenco. On aura du chant iranien avec Sahar Mohammadi. Voilà, donc pour répondre à l'auditeur inquiet de savoir s'il n'y avait que des drogués sur le festival. Évidemment qu'il y en a. Évidemment qu'un festival, il est composé de tous ces publics et que l'objectif pour nous, c'est de rassembler autour de ces musiques, autour d'une proposition très riche, très variée, l'ensemble des publics. Voilà. Et on le voit bien déjà sur vos 2 festivals, que ce soit à Néoul ou à Arles. En tout cas, l'autre côté du public, c'est aussi le bénévolat. Comment on peut devenir bénévole dans les festivals ? Et que font-ils ? Et qu'est-ce qu'ils font tous ces bénévoles ? Ils font plein de choses, Luc, ils font énormément de choses. Et nous, en tout cas, vu qu'on est 100% bénévoles, s'ils sont pas là, il n'y a pas de festival. Ouais, mais même dans les festivals, je suppose qu'à Arles, c'est pareil. Stéphane, tu as des... on a 150 bénévoles qu'on va mettre à contribution sur l'accueil artiste, sur tous les stages qu'on organise aussi. On a besoin de bénévoles pour accompagner les maîtres de stage. Donc comment on fait pour être bénévole dans un festival ? À Néoul, c'est facile, tout le monde est bénévole, mais il suffit de vous contacter, que ce soit à Arles, à Néoul. Oui, on contacte la candidature et puis derrière, on adapte en fonction des besoins du festival. Stéphane en plateau. Ça fonctionne. Bon, là, si nos auditeurs, ils veulent venir à Néoul, avec plaisir, parce qu'on cherche encore des bénévoles. Donc là, c'est simple, vous allez même si par exemple les gens qui nous écoutent un peu partout en France, Paris, Toulouse, Lyon par exemple, ils viennent en vacances dans le coin et ils ont envie de venir vous s'engager sur vos festivals du coin, c'est possible. Mais c'est une très bonne idée d'ailleurs. On l'encourage. Faites un appel puisqu'on nous écoute un peu partout en France. Nous sur place, on a un camping pour les bénévoles. Ça va. En plus, il y a un camping. On voulait en parler, mais là on n'a plus le temps de parler de tout ça. Effectivement, votre camping avec 300 places, c'est ça ? Ça, c'est un camping pour les festivaliers. Parce que nous, il y a aussi une version pour les bénévoles. On encourage les festivaliers à rester sur place parce qu'on a 3 jours et on les encourage à dormir sur place. Comme ça, ils peuvent continuer à faire la fête. Les bénévoles, c'est différent. Au sein du festival, on a un camping pour les bénévoles. D'accord. Donc nous aussi, nous on arrive avec nos tentes. Trop bien, ça coûte combien ? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte une adhésion de 10 € parce qu'on a une assurance, on a une responsabilité civile, donc ils sont assurés. Si des touristes veulent venir, vous filez un coup de main, ils passent 3 jours sur le festival, ils écoutent de la bonne musique, ils sont logés. Oui, alors il y a aussi un engagement. Je me doute, bien sûr. Il faut qu'ils viennent minimum 5 jours, c'est soit 2 jours avant, soit 2 jours après, pour le montage, le démontage, etc. Normal. Il y a un engagement. Après, on fait en sorte de faire tourner les équipes, que malgré tout, les bénévoles puissent participer au concert. Donc, ils se débrouillent entre eux. Moi, je veux voir ça. Parce qu'il faut quand même qu'ils y trouvent du plaisir. Mais après, c'est très festif. Pour l'exemple 2021, où comme le public, les bénévoles ont eu du mal à venir du fait des contraintes sanitaires, on s'est retrouvé à 90 au lieu de 120 habituellement. Ils ont beaucoup plus travaillé. Mais voilà, ça a été très plaisant. Après, c'est un engagement, c'est du travail. On leur fait signer une petite charte d'ailleurs quand ils intègrent l'équipe du festival. Je pense que sur Arles, c'est un peu pareil. Voilà, vous pouvez recruter des bénévoles pour vous aider sur toutes ces journées. Tout à fait. On a toujours besoin et c'est fondamental. C'est aussi ça on a récupéré par exemple la buvette et on l'a confiée à des bénévoles il y a quelques années parce que
Typiquement, voilà, c'est le contact du festivalier. C'est pas moi, c'est pas le directeur technique. C'est souvent l'agent de sécu et le barman ou la. Ça permet de faire une belle petite famille, tout ça, voilà, dans tous ces festivals. Exactement. Et puis c'est l'image. On parlait d'identité tout à l'heure, hein, Stéphane. Ouais. On parlait d'identité. C'est aussi l'identité du festival. C'est-à-dire comment nos bénévoles sont accueillants, le sourire, enfin voilà. Et notre sécurité aussi. Ce que je veux dire sur le bar, voilà, quand on a quelqu'un qui est content d'être là, qui sait pourquoi il est là, qui danse derrière le bar en même temps qu'il écoute de la musique. Oui. Alors ça, c'est la vie dans tous les festivals. Ouais. Voilà. Mais justement, on avait un peu une question de Élise de Troyes qui nous disait un festival, finalement, c'est un peu comme un concert, mais concrètement, il y a quoi de plus que dans un concert ? Il y a tout cet aspect-là. Il y a plein de concerts en fait. Oui, bah en fait, c'est sur plusieurs jours. C'est-à-dire qu'un concert, ça se monte en une journée. Enfin, nos concerts à nous. Hein, oui, parce que je pense que des tournées comme Cindy Cantina, c'est pas sur une journée. Non, c'est pas la même. Voilà, c'est ça. Nous, tu nous parleras d'ailleurs d'une première partie bientôt avant la fin de l'émission. À Néoul, on a le festival l'été, mais on organise aussi des concerts de saison. Voilà, beaucoup plus réduits. On est sur des jauges à 600, etc. Donc ça se monte sur une journée. Voilà, donc ce qu'il y a de plus, c'est quoi ? C'est multi-concerts et beaucoup plus de monde ? C'est ça. Et puis, en fait, c'est une parenthèse dans la vie. C'est-à-dire que les gens viennent 5 jours minimum, 5 jours. Et en fait, c'est une vraie parenthèse. C'est ça. On est hors du monde. On vit sur place. On rencontre nous, les bénévoles, rencontrent les artistes. On profite de la vie, quoi. On profite. Voilà. C'est une petite famille. Je suppose qu'Arles, c'est pareil, c'est partagé, Stéphane. Alors, c'est le concept. Oui, mais j'ajouterais à ça qu'en fait, l'idée pour moi d'un festival, c'est aussi au-delà des concerts qu'on peut proposer, c'est de proposer plein de temps de rencontres, de partage. Donc on va nous avoir... ça en fait partie, partager avec les gens, échanger. Voilà, on va avoir les apéros découvertes, par exemple, à midi et demi, on offre l'apéro aux festivaliers, en même temps qu'on présente les artistes qui vont jouer le soir au Théâtre Antique ou dans la cour de l'Archevêché. Ils vont interpréter un ou deux morceaux en acoustique, ils vont échanger avec les gens. Ensuite, on a une sieste musicale, on a un salon de musique qui va permettre aux gens de comprendre. Le salon de musique, c'est 1 heure de chat entre un artiste et un journaliste. Et ça permet aux gens qui sont présents de comprendre d'où vient cet artiste, qu'est-ce que c'est que le flamenco, si jamais c'est... Voilà, vous voyez, c'est de donner les clés de compréhension, de faire de la médiation. Voilà, donc on essaye d'enrichir aussi la proposition de concert par ces temps de rencontre, de partage, de médiation, pour que l'expérience du festivalier elle soit globale, totale, immersive. Après, il y a des festivaliers qui viennent que pour faire la fête, et tant mieux, il n'y a pas de souci avec ça, mais la manière qu'on a, nous, de concevoir l'événement, c'est que on essaye d'avoir d'enrichir cette expérience par des propositions un peu de côté. On va faire des projections de documentaires aussi qui permettent là d'éclairer un peu différemment le propos, quoi. Très varié. Oui, Mylène ? Tout à fait. Comment les mairies répartissent-elles leur agenda avec tous ces événements ? Parce qu'on vient de voir qu'il y a le sport, les concerts, les festivals. Comment on a tout balayé là presque en 2 heures. Comment vous arrivez à gérer ça ? Écoutez, moi j'ai organisé... moi, je voudrais parler quand même de mon petit festival parce que je suis un petit poussé. On allait y venir parce que vous aussi, vous avez votre festival à Saint-Cyr. Je suis un petit poussé d'une journée sur Saint-Cyr. Ça s'appelle l'Electrocap Festival. Alors, la ville n'a pas vocation à organiser un festival, mais on s'est appuyé sur un collectif de notre territoire qui s'appelle Yadegum. Et ça mêle donc de la musique électro avec des pointures nationales, internationales et locales, parce que j'y tiens. Alors nos petits, je vais vous donner après. Nous avons du sport. Suspense à Saint-Cyr. Nous avons du sport, nous avons du démonstration de BMX. Nous avons du freestyle avec un jeune Saint-Cyrien qui est champion d'Europe quand même de freestyle. Mm-hmm. Nous avons des battles de hip-hop. Donc des jeunes qui vont aussi s'affronter dans des moments et surtout ce sont des moments de partage, de convivialité. Nous avons un chef étoilé qui sera là avec son food truck. Nous avons comme ça quelques cuisines du monde aussi sur site. C'est un bon mélange pour clôturer bientôt cette émission. Sport, musique, concert, électro, voilà, oui. Hein donc je vous donne le 1er juillet. En espérant que l'année prochaine on puisse faire 3 jours sans contrarier le festival non, de Néo. C'est pas même date déjà. Ni Arles, ça contrariera pas Arles, ça contrariera pas. Alors je pense que les connaisseurs, moi je ne connais pas trop, mais je m'appuie sur ce collectif. Ils m'ont dit ils ont des milliers de vues sur Internet et sur les réseaux. Donc en tête d'affiche, on aura Breakbot et Femme.
Donc voilà, ce sont deux Français qui sont connus à l'international. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas, mais j'en parle volontiers. C'est de l'électro, très connu. Vous connaissez ? Non, tant mieux. Et Sense of Time aussi, c'est un jeune Français qui est connu aussi à l'international. Et nos artistes locaux qui parleront certainement aux Saint-Cyriens qui nous écoutent et aux Cadériens. Et donc nous aurons Sorrentino, Nicolas Susini, Yann Solo, Sosa, Franck Albanese et un jeune en devenir qui vient de signer avec une grosse maison qui s'appelle Mapso. Voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous parce que le prix d'entrée est modique. C'est 10 € la soirée. Vous pouvez venir avec vos grands-parents, vos petits-enfants, Enfin, voilà. C'est une soirée conviviale au bord de mer, en plein air. Et on espère que ce petit festival deviendra grand. On vous le souhaite. Et puis, on vous fera un petit peu de communication. Vous m'envoyez un petit mail avec les liens et on se fera un plaisir de partager votre événement. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. En plus, là, vous êtes tous sur des créneaux un peu différents. On le fait systématiquement pour toutes les orgas du coin. On fait une session qu'on appelle session copinage et on partage sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux du Festival de Néoul. Donc, normalement, vous avez les adresses sur. Oui, j'ai pris votre. Et avec plaisir, on vous partagera l'événement pour essayer de lui faire un rayonnement plus important. Merci beaucoup. C'est ça aussi, il faut qu'on en parle des rencontres. Exactement, c'est les coulisses après. Cindy, toi, ton programme de cet été ? Oui. Alors, y a quelque chose que je ne peux pas encore dévoiler. Vous saurez bientôt. Et l'autre chose, c'est que le 28 juillet, on fera la première partie de Christophe Maé avec Angelina. Donc ça, c'est super. À Soliès-Pont. Donc on a tous hâte d'y être. Bah voilà, ça va être bien sympa tout ça. Et petite surprise bientôt qui arrive. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. On suivra ça. Merci. Exactement. Du coup, oui, pour revenir à la question de Michel tout à l'heure, comment les mairies répartissent-elles tous les événements ? Parce qu'il y a du sport à mettre en place, il y a des concerts, il y a des festivals. Dans l'année, en fait, voilà. Écoutez, on prend un grand planning, un géant, de janvier en décembre, et on remplit nos cases en fonction de, on essaye que les événements ne se télescopent pas, et on fait ça avec tous nos services, toutes les associations aussi, parce que le réseau associatif est important. Et on n'a pas le droit de les oublier dans notre programmation. Donc voilà, c'est un travail que fait le service événementiel en liaison avec tous les services et avec beaucoup de transversalité avec les autres services de la commune. Parce qu'il y a tout, on a parlé de festivals de musique, etc. Mais il y a aussi on l'a dit, bien-être, bière, gastronomie, chocolat. Bière. Vous faites un truc autour de la bière à Saint-Cyr aussi. La fête de la bière, oui. On a cartonné au mois de... Je ne sais même plus quelle date c'était, tellement... mars, non ? Voilà, mars. Je crois que la fête de la bière cartonne partout de et puis je pense effectivement, Stéphane, que mars, février, janvier... je crois qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date pour la fête de la bière. Avec modération quand même. Voilà. Avec modération. Il y a combien d'événements à peu près par an ? J'ai envie de vous dire 365. Ah ouais. Un par jour. Et quand il y a 366 jours, il y en a 366. Non, mais certains esprits chagrins vous diront qu'il ne se passe jamais rien à Saint-Cyr. Moi, écoutez, ma porte est ouverte en mairie pour leur monter le calendrier annuel parce que franchement, voilà. Oui, il y a quand même de plus en plus de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrêtées avec le Covid. C'était très compliqué. Et partout, d'ailleurs, là, vous représentez Saint-Cyr-sur-Mer, une commune en France métropolitaine, dans le Var, puisque c'est là où nous réalisons l'émission. Ça se passe un peu partout dans toutes les communes. Vous avez galéré pendant 2 ans. Là, tout est réactivé. Il y a plein de choses qui se passent. Ça nous a permis aussi de faire du renouveau. Et il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas faire... ça a cassé des anciennes choses pour reconstruire de nouvelles choses ? Certaines, oui, certaines. Ouais. Et alors celles qui marchent, non, bien sûr, on les garde, mais on s'est renouvelé, on s'est remis aussi en question parce que il faut se remettre en question. Et alors il y a des gros événements annuels qui reviennent, que c'est ponctuel et ça revient toutes les années, mais on cherche aussi à créer et à faire de la nouveauté. Après, je voudrais souligner le rôle essentiel quand même des communes au niveau de l'événementiel et au niveau associatif. Où je sais qu'au Festival de Néoul, rien que pour citer la commune de Néoul, en 2020, on n'a pas pu faire le festival. On s'est retrouvé un petit peu angoissé, un petit peu dépité. Et la mairie nous a pas laissé tomber. Elle nous a gardé notre subvention. Ouais, ça s'est passé comme ça dans beaucoup de communes. Effectivement, heureusement, il y a eu ce soutien au milieu de la culture qui était vital, puisqu'aujourd'hui, vous êtes encore là, tout le monde tient, tout repart. L'été de relance, clairement, tout est relancé. C'est
C'est grâce à tout ça quand même. Oui, bien sûr. Enfin, nous, on les remerciera jamais assez. Puis, je pense qu'ils sont assez fiers de leur festival quand même. Ils y tiennent. Ils y tiennent. À Arles, c'est pareil, je suppose. C'est clair, oui, Stéphane. Tout à fait. À Arles, on peut élargir le constat à la France. Oh oui, je pense, oui. Que ce soit les collectivités ou l'État, les aides, qu'elles soient spécifiques ou transversales, ont permis de sauvegarder tout un secteur durant ces 2 années. Après, voilà, je croise les doigts et j'espère qu'effectivement la relance est bien là et qu'on va réussir à partir sur des bons rails, mais voilà, tous les indicateurs ne sont pas ouverts, mais on a. Mais ça revient. Il faut pas oublier aussi que ces gros événements, ou même plus petits, c'est l'attractivité de nos communes aussi, hein, donc et au plus il y en a, au plus nos villes vivent. C'est clair, et donc il faut effectivement retourner, acheter des places, sortez. Bref, c'est l'été de relance, il faut vraiment repartir à fond. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va refaire un petit tour de table. Oui, on avait Cindy Caparros qui est danseuse professionnelle dans des concerts qu'on retrouvera le 28 juillet à Solespont pour le concert de Christophe Maé en première partie. Avec Angelina. Merci beaucoup. Merci à vous. Une danseuse très énergique sur scène. Merci. On recevait aussi Michel Vampé qui est élu au tourisme à l'action économique et événementielle à Saint-Cyr-sur-Mer. Merci beaucoup Michel d'être venu. Merci à vous. On avait Stéphane Poirier et David Anne, programmateurs du festival de Néoul. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et on avait aussi Stéphane Krasniewski qui est directeur du festival Les Suds à Arles par téléphone. Merci beaucoup Stéphane de la participation. Merci beaucoup à vous. Et on avait aussi Claudio en première partie qui est entraîneur de beach handball qui se consacre à sa nuit pour son tournoi de demain. C'est ça, c'est pour ça, il était là avec nous en première partie. J'espère qu'on a pu vous éclairer, vous filer des petits tuyaux et puis continuer à faire la fête. Amusez-vous tout l'été. On peut quand même dire que c'est un été de relance. Hein, ah oui, quand même. C'est sur une note positive. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Soutenez la culture. C'est ça, la culture, très important. Et les petites organisations, sinon ce sont les multinationales qui vont reprendre l'événementiel. Et allez kiffer dehors et ne restez pas sur Netflix tout l'été. Et vive la vie. Vive la vie, profitez-en, effectivement. Allez, bonne continuation à toutes et à tous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine enquête. Oui, à très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye.